Il se tenait au milieu des basses percutantes, le bras entouré autour d'une inconnue, et riait au téléphone tout en me disant de divorcer si cela ne me plaisait pas. Je n'ai pas crié ni supplié. J'ai simplement murmuré une seule phrase et j'ai commencé à démanteler le monde qu'il croyait intouchable. Cette nuit-là, il se prenait pour un roi, mais au moment où il reçut ma réponse, son empire tout entier avait été réduit à de simples citations à comparaître. Je m'appelle Nathalie Hay. J'ai 33 ans et, sur le papier, je suis la définition même de l'inoffensive. Je travaille comme analyste de données pour le Brightline Solace Network, une petite organisation à but non lucratif ici à Riverton, Ohio, où j'organise des tableurs pour aider à garantir le financement de jardins communautaires et de programmes d'alphabétisation après l'école. Je porte des cardigans beiges. Je conduis une berline de taille moyenne avec une cote de sécurité élevée. Pour les voisins, et surtout pour mon mari, je suis l'épouse discrète et dévouée qui fait tourner la machine domestique pendant qu'il conquiert le monde. Ils n'ont aucune idée de qui j'étais auparavant. Ce soir était censé être différent. Ce soir était censé être pour moi. Après 3 ans à faire profil bas chez Brightline, j'avais enfin été promu chef de projet. Cela s'accompagnait d'une augmentation de 15% et d'un bureau d'angle qui avait enfin une fenêtre. C'était une petite victoire calme et régulière tout comme la vie que j'avais organisée pour moi-même. Evan avait promis d'être à la maison pour 19h. Mon mari, Evan Cooper, a 36 ans et est le fondateur de Novaris Entertainment. C'est un homme qui commerce dans l'illusion. Il vend de l'ambiance, organisant des soirées de lancement haut de gamme pour des marques d'alcool et des nuits exclusives pour des chaînes de boîtes de nuit. Il est beau de cette manière soignée et travaillée qui exige des coupes de cheveux coûteuses et des costumes sur mesure. Il s'épanouit en étant le roi de la vie nocturne, l'homme qui connaît tous les videurs et tous les barmen de la ville. J'ai regardé l'horloge du micro-ondes. Il était 23h30. Le dîner de fête que j'avais cuisiné, un risotto au safran qui demandait 40 minutes de remuage constant, était devenu froid et figé dans la poêle depuis des heures. La bouteille de cabernet millésimé que j'avais achetée, coûtant $80, ce qui était une folie pour nous, trônait non ouverte sur le comptoir en granit. Je n'étais pas inquiète qu'il soit blessé. Je n'étais pas inquiète qu'il soit dans un fossé quelque part. Je savais exactement où il se trouvait parce que je pouvais le voir. J'étais assise sur le canapé qu'Evan avait choisi, faisant défiler Instagram sur mon téléphone. L'écran était une fenêtre sur la vie qu'il préférait à la nôtre. Les stories de ses amis et de divers profiteurs inondaient mon fil. Ils étaient tous tagués au Nebula Room, le club le plus récent et le plus exclusif du centre-ville de Riverton. Il y avait Evan. Dans une vidéo publiée il y a 15 minutes par un DJ local, mon mari se tenait dans la section VIP. L'éclairage était un mélange de violet profond et de rose néon. Il tenait une bouteille de Grey Goose comme un trophée. Il riait, la tête renversée, ses dents blanches et étincelantes sous les stroboscopes. Et puis j'ai vu la main. Une femme était accrochée à son épaule. Elle avait de longs cheveux noirs et portait une robe qui ressemblait plus à de la peinture argentée qu'à du tissu. Son bras était enroulé autour de son cou, ses doigts jouant avec le col de sa chemise. Evan ne s'est pas écarté. Il s'est penché vers elle. L'humiliation a commencé dans mon estomac, une pierre froide et lourde tombant dans des eaux profondes. Il m'avait dit qu'il y allait pour le réseautage. Il avait dit que c'était une réunion cruciale avec un représentant de marque. J'ai composé son numéro. Je m'attendais à tomber sur la messagerie vocale. Je m'attendais à la lâcheté d'un appel manqué, mais il a répondu à la 3e sonnerie. Le son qui a explosé de mon téléphone était assourdissant. C'était un mur de basse déformé, le genre qui fait vibrer votre cage thoracique même à travers un minuscule haut-parleur. Je pouvais entendre des cris, des rires maniaques et le cliquetis des verres. Evan, ai-je dit. Ma voix semblait petite dans le calme de la cuisine. Je travaille, bébé, a-t-il crié par-dessus le bruit. Sa voix était pâteuse, les voyelles s'étirant trop longtemps. Je t'avais dit que ça finirait tard. Tu es toujours si dramatique. J'ai senti ma prise se serrer sur le téléphone jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Il est presque minuit, Evan. Aujourd'hui, c'était ma promotion. Tu avais promis d'être à la maison à 19h. Nous étions censés fêter ça. Le réseautage ne suit pas d'horaire, Nathalie. Il a ri, un aboiement dur. Puis le bruit de fond a changé. Les basses ne sont pas devenues moins fortes, mais les bavardages ambiants sont devenus plus clairs. J'ai réalisé avec un choc écœurant qu'il m'avait mis sur haut-parleur.
Il se donnait en spectacle. Il diffusait notre mariage à sa table de sycophantes pour leur montrer à quel point il s'en moquait. Je suis au Nebula Room, a-t-il annoncé, sa voix tonitruante pour son public. C'est ici que l'argent se gagne. Tu es ivre, ai-je dit, la voix ferme, bien que mon cœur martelait mes côtes. Et tu te donnes en spectacle. S'il te plaît, rentre simplement à la maison. Il y eut une pause. J'ai entendu la voix de la femme, celle aux cheveux noirs, proche du micro. Elle a ricané, un son aigu et cruel. C'est la femme ? Dis-lui de se détendre. Evan a ri avec elle. Et puis, poussé par l'alcool, l'adrénaline du club et le besoin désespéré de paraître puissant devant son entourage, il a prononcé la phrase qui allait mettre fin à sa vie telle qu'il la connaissait. Écoute, je suis occupé, a-t-il ricané au téléphone. Je suis au club. Ça ne te plaît pas ? Divorce d'avec moi. La réaction a été immédiate. J'ai entendu le rugissement de rire de sa loge. J'ai entendu la voix de la femme hurler de joie. Ouais, divorce d'avec elle, a-t-elle crié. C'était un bang sonique de manque de respect. C'était le genre d'écorchage public conçu pour me faire sentir petite, pour me rappeler que j'étais l'accessoire ennuyeux à la maison alors qu'il était la star. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas supplié d'arrêter. Un calme glacial étrange m'a envahi. C'était une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 5 ans. C'était le sentiment d'un interrupteur que l'on actionne dans une pièce sombre, éclairant tout dans un détail clinique et cru. La blessure a disparu, remplacée instantanément par la clarté. Souviens-toi que tu as dit ça, ai-je murmuré. J'ai raccroché. Le silence de la maison est revenu en force, lourd et étouffant. Je suis resté là un moment, écoutant le ronronnement du réfrigérateur. J'ai commencé à marcher dans la maison. J'ai traversé le salon, regardant la télévision de 65 pouces qu'Evan avait insisté pour acheter pour les dimanches de football qu'il ne passait jamais à la maison. J'ai regardé le fauteuil inclinable en cuir dans lequel personne n'avait le droit de s'asseoir sauf lui. Je suis allé dans la salle à manger et j'ai regardé la pile de factures sur la table, l'hypothèque, les paiements de voiture, les cartes de crédit. Tout était à nos deux noms. J'ai réalisé alors que je ne vivais pas dans un foyer, je vivais dans un décor de théâtre. J'étais un accessoire dans le Evan Cooper Show, conçu pour le faire paraître comme un homme de famille stable afin qu'il puisse obtenir de meilleurs prêts pour son entreprise. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Il était maintenant minuit. Nous avions installé une application de partage de position il y a 2 ans. À l'époque, Evan l'avait présenté comme une mesure de sécurité, disant qu'il voulait s'assurer que j'étais en sécurité quand je rentrais tard du bureau. Maintenant, j'ai ouvert la carte. Son point était toujours au centre-ville, mais il n'était plus au Nebula Room. J'ai regardé le point bleu se déplacer de 2 pâtés de maison vers l'est et s'arrêter. J'ai zoomé. C'était un hôtel-boutique appelé The Vermilion, un endroit connu pour sa discrétion et ses tarifs horaires élevés. Il ne rentrait pas à la maison. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le rétroéclairage faiblisse et s'éteigne. La trahison était absolue. Il n'avait pas seulement manqué le dîner. Il ne m'avait pas seulement humilié. Il détruisait activement les vœux que nous avions faits, et il le faisait avec l'arrogance d'un homme qui croyait que je n'avais nulle part d'autre où aller. Il pensait que j'étais piégé par mon modeste salaire et ma nature tranquille. Il avait oublié qui j'étais avant de devenir Madame Cooper. Je suis allé dans notre chambre et je me suis dirigé vers le dressing, écartant ces rangées de costumes de créateurs et de cravates en soie. Tout au fond, derrière une pile de couvertures d'hiver, se trouvait un petit coffre ignifuge. Je l'ai sorti et posé sur le sol. Mes doigts ont composé la combinaison. C'était un code que je n'avais jamais écrit, une séquence de chiffres provenant d'une affaire que j'avais résolue il y a 10 ans. Le couvercle s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il n'y avait pas de lettres d'amour. Au lieu de cela, il y avait un vieux badge d'identité sur un cordon. La photo montrait une version plus jeune de moi, le regard plus vif, l'expression moins accommodante. Sous la photo figurait mon titre, analyste principal de données médico-légales, unité d'enquête sur les fraudes. À côté du badge reposaient 3 clés USB cryptées et un carnet noir rempli de sténographie technique, de scripts de codage et de techniques de surveillance. J'avais quitté ce monde parce qu'il était sombre. Je l'avais quitté parce que voir le pire chez les gens chaque jour avait commencé à éroder mon âme. Evan avait été mon échappatoire. Il avait été la lumière, le plaisir,
la promesse d'une vie normale et heureuse. Mais la lumière était artificielle, et le bonheur était un mensonge. J'ai fouillé dans la boîte et j'ai sorti un bloc-notes neuf et un marqueur rouge. Ma main ne tremblait pas. Ma respiration était lente et régulière. J'ai écrit 5 mots sur le papier, ça ne te plaît pas, divorce d'avec moi. J'ai pris le marqueur rouge et j'ai tracé une seule ligne épaisse sous la phrase. Ce n'était pas seulement un rappel, c'était une directive. J'ai placé la note sur les clés USB et j'ai refermé le couvercle. Le clic du verrouillage a résonné comme l'armement d'un pistolet. Evan Cooper avait voulu un divorce. Il m'avait mis au défi de le quitter. Il pensait que cela signifiait que je ferais mes valises pour aller pleurer chez ma mère. Il était sur le point d'apprendre que lorsque vous invitez un enquêteur médico-légal à auditer votre vie, vous avez intérêt à être propre. Et Evan Cooper était sale. Je me suis levé, époussetant mes genoux. L'épouse éplorée était partie. L'enquêteuse était de nouveau en service. La porte d'entrée s'est ouverte à 10 heures du matin. J'étais assise à l'îlot de la cuisine avec une tasse de café noir devenue froide depuis 1 heure. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai écouté les pas lourds et irréguliers de mon mari alors qu'il parcourait le couloir. Il s'est arrêté sur le pas de la porte, s'appuyant contre le cadre avec une décontraction étudiée qui aurait pu tromper n'importe qui d'autre, mais je n'étais pas n'importe qui d'autre. J'étais la femme qui avait passé les 5 dernières années à l'étudier. Evan ressemblait à une épave, mais une épave travaillée. Sa chemise était sortie d'un côté. Ses cheveux étaient en désordre d'une manière qui suggérait une nuit sauvage plutôt que de la négligence, et l'odeur qui émanait de lui était un cocktail nauséabond de gin éventé, de fumée de cigarette et d'un parfum floral entêtant qui ne m'appartenait certainement pas à Nuit de folie, dit-il, la voix enrouée. Il se frotta le visage des 2 mains. Le client ne voulait pas nous laisser partir. Tu sais comment c'est. Il fallait conclure l'affaire. Il s'approcha, avec l'intention de m'embrasser le sommet de la tête. J'ai déplacé mon poids sur le tabouret, d'1 pouce seulement, mais ce fut suffisant pour que ses lèvres atterrissent dans le vide. Il s'interrompit, fronçant légèrement les sourcils, mais décida d'ignorer le rejet. C'était plus facile pour lui de prétendre que tout était normal. J'ai besoin d'une douche, marmonna-t-il, sortant son téléphone de sa poche. J'ai observé sa main. Ce fut un mouvement si rapide qu'un œil non averti l'aurait manqué. Alors qu'il posait le téléphone sur le comptoir pour prendre un verre d'eau, son pouce a survolé le bouton latéral. Il a incliné l'écran face contre terre. Lorsqu'il l'a repris 1 seconde plus tard, il ne s'est pas contenté de le tenir, il l'a empoigné avec la paume couvrant la vitre. C'étaient des micro-gestes. C'étaient les signes physiques inconscients de la tromperie, évitement du contact visuel, langage corporel protecteur envers les appareils personnels, et la légère augmentation de la fréquence des clignements d'yeux lorsqu'il prononçait les mots au client et l'affaire. Vas-y, dis-je. Ma voix était atone. Tu sens comme une distillerie. Il rit un son creux et monta à l'étage. Alors que l'eau commençait à gronder dans les tuyaux de la salle de bain principale, je suis resté immobile. Mon esprit, cependant, voyageait dans le temps, dépouillant les couches de douceur domestique que j'avais accumulées pour révéler la structure d'acier en dessous. Il y a 10 ans, je n'étais pas Nathalie Cooper, la chef de projet pour une organisation à but non lucratif. J'étais Nathalie Hay, une analyste de données médico-légales pour un cabinet spécialisé de Chicago expert en fraude d'entreprise. Mon travail n'était pas d'être gentille. Mon travail consistait à prendre des milliers de lignes de données financières, à chercher les anomalies qui ne correspondaient pas au modèle, et à construire une cage de preuves autour des criminels en col blanc. Je me souvenais des nuits passées dans une salle de serveur sans fenêtre, le visage éclairé par la lumière bleue de 3 moniteurs. Je me souvenais du frisson de trouver une société écran cachée dans un grand livre, de l'adrénaline de retracer un virement bancaire détourné jusqu'au compte offshore privé d'un PDG. Je voyais le monde comme une matrice de transactions. Les gens mentaient, mais les chiffres jamais. Si vous regardiez d'assez près, les mathématiques finissaient toujours par avouer. C'est alors que j'ai rencontré Evan. Il était différent à l'époque, ou du moins il semblait l'être. Il avait 26 ans, gérait de petits événements pour des galeries d'art locales. Il était charismatique, débordant d'énergie, et il me regardait avec une révérence qui m'enivrait. Il me disait qu'il aimait mon cerveau. Il me disait qu'il était fatigué des filles de son milieu qui ne s'intéressaient qu'aux tables VIP et aux services de bouteilles. « Tu es si vive », m'avait-il murmuré un soir après que j'eus déjoué la tentative d'un serveur de nous surfacturer de 20%. Nous pourrions construire quelque chose d'incroyable ensemble.
Toi avec le cerveau, moi avec la vision. Je l'ai cru. J'étais fatigué du cynisme de mon travail. J'étais fatigué de voir le pire de la nature humaine. Alors, quand Evan a proposé de lancer Novarise Entertainment, il m'a vendu un rêve. Il m'a dit que j'étais trop stressé, que le travail d'enquête me rongeait de l'intérieur. Laisse-moi porter la charge, avait-il dit en me tenant les mains. Tu t'occupes de la maison. Tu prends un petit boulot facile où tu peux aider les gens. Laisse-moi m'occuper des requins. Je m'étais rendu. J'avais rendu mon armure parce que je pensais entrer dans un sanctuaire. Je pensais que nous étions partenaires. Maintenant, assise dans ma cuisine avec l'odeur de sa trahison flottant encore dans l'air, j'ai réalisé que je n'étais pas entré dans un sanctuaire, j'étais entré dans un angle mort. Je me suis levé et je me suis dirigé vers l'iPad partagé que nous gardions dans le salon. Il était lié à notre compte de messagerie familiale, celui que nous utilisions pour les factures de services publics et les relevés d'hypothèque. Evan oubliait souvent que cet email était aussi l'adresse de récupération pour ses notifications bancaires principales. Il était sous la douche. J'avais peut-être 15 minutes. Je n'avais pas besoin de son mot de passe. Je connaissais ses habitudes. Il utilisait des variantes de son premier modèle de voiture et de son numéro de maillot de football au lycée. Il m'a fallu 2 tentatives pour me connecter au portail de sa carte de crédit. J'ai navigué vers l'historique des transactions. Je n'ai pas regardé les totaux. J'ai cherché la fréquence. Nebula Room, $350, jeudi 12 octobre, Nebula Room, $400, jeudi 19 octobre, Nebula Room, $600, jeudi 26 octobre, ce n'était pas un événement de réseautage ponctuel. C'était un abonnement. J'ai remonté plus loin. Les frais étaient constants. Chaque jeudi soir depuis 6 mois, Evan était dans ce club. Et parsemé parmi les frais du club se trouvaient d'autres dépenses qui me soulevaient le cœur, Sephora, 2 cents, Hôtels The Vermilion, $150. Il ne se contentait pas de me tromper. Il finançait sa liaison avec nos actifs communs. Il achetait du parfum et des chambres d'hôtel avec l'argent que nous étions censés économiser pour un acompte sur une maison de vacances. Il me fallait un nom. Les chiffres me disaient le quoi et le quand, mais j'avais besoin du qui. J'ai pris mon propre téléphone et j'ai composé le numéro de Zoé Marshall. Zoé était mon lien avec la réalité. Nous avions été colocataires à l'université. Maintenant, elle était en dernière année de droit et payait ses frais de scolarité en travaillant comme barman au Gilded Cage, un salon haut de gamme à 3 rue du Nebula Room. Zoé n'avait jamais aimé Evan. Elle disait que c'était une marque, pas un homme. Allô? Zoé répondit à la 2e sonnerie. Sa voix était ensommeillée, elle avait probablement travaillé pour le service de fermeture hier soir. Zoé, dis-je, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Ne ménage pas mes sentiments. Il y eut une pause, puis un froissement de drap. Zoé s'asseyait. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Evan est rentré à 10 heures du matin. Il dit qu'il faisait du réseautage au Nebula Room. Il m'a dit au téléphone hier soir que si ça ne me plaisait pas, je devrais divorcer. Ce fils de siffla Zoé. C'est qui, elle? Zoé, demandai-je, je sais qu'il y a quelqu'un. Je vois les dépenses. S'il te plaît, dis-le-moi. Zoé soupira un son lourd, résigné. Je ne voulais pas être celle qui te brise le cœur, Nat. Je pensais que c'était peut-être juste du flirt. Mais oui, je les ai vus. Qui? Sabrina Torres, dit Zoé. Tu la connais. C'est cette influenceuse célèbre pour être célèbre. Cheveux noirs. Toujours habillée en argenté. Evan l'emmène parfois dans mon bar avant d'aller au Nebula. Il la présente comme sa partenaire commercial spécial, mais Nat, les partenaires commerciaux ne s'assoient pas du même côté de la banquette, et ils ne partent certainement pas ensemble pour aller au Vermilion. Sabrina Torres. Je connaissais ce visage. Je l'avais vu sur la page Instagram de Novarise, tenant généralement un verre de marque, taguant Evan dans les légendes avec des émojis de cœur que j'avais stupidement interprétés comme de l'enthousiasme professionnel. Depuis combien de temps, demandai-je. Je les ai vus ensemble pour la première fois en mai, dit doucement Zoé. Donc, 6 mois. Peut-être plus. 6 mois. L'humiliation que j'avais ressentie hier soir commençait à se cristalliser en quelque chose de plus froid. Ce n'était pas une erreur. C'était une campagne. Evan m'avait systématiquement remplacé tout en vivant dans la maison que je nettoyais,
en mangeant la nourriture que je cuisinais et en dépensant l'argent que je gagnais. Merci, Zoé, dis-je. Nat, qu'est-ce que tu vas faire, demanda Zoé, la voix chargée d'inquiétude. Tu veux que je passe? Tu veux dormir chez moi? Non, dis-je. J'ai du travail. J'ai raccroché. À l'étage, l'eau de la douche s'est arrêtée. J'ai entendu le bruit sourd des pas d'Evan se dirigeant vers la chambre. Il allait s'habiller, mettre son visage de travail à domicile et descendre en s'attendant à un café et à une épouse complaisante. Il allait trouver une épouse, mais Nathalie Cooper était actuellement indisponible. Je suis entré dans la petite chambre d'amis qui me servait de bureau à domicile. Elle était décorée dans des tons pastels, un contraste saisissant avec les laboratoires stériles où je travaillais autrefois. J'ai ouvert la porte du placard et j'ai atteint l'étagère du haut. Derrière une pile de vieilles déclarations d'impôts, j'ai sorti une lourde sacoche d'ordinateur grise. À l'intérieur se trouvait un Lenovo ThinkPad, épais et massif, loin du design épuré des MacBooks qu'Evan insistait pour que nous achetions. C'était ma machine. Elle n'avait pas été allumée depuis 4 ans. Je l'ai branchée. Le ventilateur s'est mis en marche avec un tout sautement poussiéreux. J'ai inséré la clé USB que j'avais récupérée dans le coffre hier soir. L'écran a vacillé, contournant la connexion Windows standard pour démarrer directement sur une distribution Linux personnalisée que j'avais construite moi-même il y a 10 ans. Le fond était noir. Le texte était vert. Il n'y avait pas d'icône de réseaux sociaux, pas de raccourci vers Pinterest. Il n'y avait que des outils d'extraction, de décryptage et d'analyse. Mes doigts survolaient le clavier. La sensation était différente de celle du clavier ergonomique que j'utilisais chez Breitling. Les touches offraient plus de résistance. Elles ressemblaient à des gâchettes. L'air dans la pièce semblait chuter de 10 degrés. Ma posture a changé, j'ai cessé de me voûter. Ma colonne vertébrale s'est redressée. L'expression douce et empathique que je portais pour mes donateurs d'organisations à but non lucratif a disparu, remplacée par un masque neutre et prédateur. Evan m'avait dit que j'étais trop intense. Il m'avait dit d'arrêter de tout analyser. Il m'avait supplié de mettre cette partie de moi-même en sommeil pour qu'il puisse se sentir comme l'homme de la maison. J'avais écouté. J'avais enterré Nathalie et profondément dans le sol, mais Evan avait commis une erreur critique, il avait profané la tombe. J'ai ouvert un nouveau répertoire sur la clé cryptée. J'ai tapé la commande pour créer un nouveau dossier, Project Divorce. J'ai marqué une pause. Le curseur clignotait une pulsion rythmique comme un battement de cœur. Ce titre était trop simple. Il impliquait une séparation légale, un partage des biens, une triste négociation pour savoir qui garderait le grille-pain. Ce n'allait pas être une négociation. Ce serait une autopsie de sa vie. J'ai frappé la touche fléchée et ajouté un sous-titre au dossier du projet, Libération et jugement. J'ai appuyé sur Entrée. Depuis le couloir, j'ai entendu Evan siffler. Il était heureux. Il pensait avoir survécu à la nuit. Il pensait que son petit éclat au téléphone m'avait réduite au silence. J'ai regardé l'écran noir, voyant mon reflet dans la vitre. Je n'avais plus l'air fatigué. J'avais l'air dangereuse. Bon retour parmi nous, me suis-je murmuré. J'ai commencé à taper. L'écran de mon Lenovo ThinkPad projetait une lueur crue, teintée de vert, sur mon visage alors que j'accédais au système nerveux financier de notre mariage. Evan avait toujours supposé que parce que je travaillais pour une organisation à but non lucratif, j'avais perdu le goût pour la comptabilité médico-légale agressive qui avait défini ma vingtaine. Il supposait que parce que je le laissais gérer les factures mensuelles, je ne savais pas naviguer dans l'arrière-boutique d'un grand livre d'entreprise. Il avait tort. Je me suis connecté au compte commercial principal de Novaris Entertainment. Techniquement, j'étais toujours répertorié comme cofondatrice et garante. À l'époque, quand aucune banque ne voulait toucher à la vision d'Evan sans un second revenu sur la demande, ma cote de crédit avait été la fondation sur laquelle il avait bâti son royaume. Il ne m'avait jamais retiré. Peut-être avait-il oublié. Peut-être pensait-il que j'étais trop docile pour aller y regarder de plus près. J'ai contourné la page de résumé pour aller directement aux données brutes des transactions. J'ai exporté les 12 derniers mois d'activité dans un fichier CSV et j'ai lancé un simple script de tableau croisé dynamique que j'avais écrit il y a des années pour identifier les sorties récurrentes vers des fournisseurs non vérifiés. Les données ont défilé sur l'écran comme de la pluie. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des chiffres. Pour moi, c'était un récit. J'ai vu les dépenses habituelles, location de salle, acompte traiteur,
beau d'équipement audio. Mais un modèle est apparu. C'était un signal rythmique et pulsé dans le bruit. Blue Nova Consulting LLC. Les paiements étaient constants, 3000 le 15. Ils étaient étiquetés de manière vague dans les lignes de mémo comme bon horaire de marketing ou conseil stratégique. J'ai froncé les sourcils. Evan n'avait jamais mentionné une entreprise appelée Blue Nova. Nous discutions constamment de ses fournisseurs au dîner. Je connaissais son éclairagiste, son agent de sécurité et son distributeur d'alcool par leur nom. Blue Nova était un fantôme. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de terminal et accédé à la base de données du registre des entreprises du secrétaire d'État. C'était une information publique, mais il fallait savoir comment l'interroger efficacement pour trouver les liens cachés derrière les agents enregistrés. J'ai tapé Blue Nova Consulting LLC. Les résultats se sont chargés instantanément. L'entreprise avait été formée il y a 8 mois. L'adresse professionnelle n'était pas un bureau, mais une boîte aux lettres dans un centre commercial à 3 miles du Nebula Room. J'ai fait défiler jusqu'à la ligne membre gérant. J'ai cessé de respirer pendant une seconde. Sabrina Torres. Je me suis adossé à ma chaise, le cuir grinçant dans le silence de la pièce. Le récit a basculé instantanément. Sabrina n'était pas seulement la fille accrochée à son épaule dans une story Instagram. Elle n'était pas seulement un élément chaotique de son addiction à la vie nocturne. Elle était un passif structuré. Elle était une partenaire financière. Evan détournait $5500 par mois des revenus de l'entreprise, des revenus qui appartenaient légalement à notre foyer vers une société écran appartenant à sa maîtresse. C'était un système de commissions occultes. Il l'engageait probablement comme consultante pour réduire son revenu imposable pendant qu'elle empochait l'argent sans payer d'impôts ou le lui reversait par d'autres moyens. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était du détournement de fonds et de la fraude fiscale. Mais le terrier du lapin allait plus loin. Je suis retourné au portail bancaire. Mes yeux ont capté une entrée de crédit importante datant d'il y a 3 semaines. C'était un dépôt de $50 000 sur le compte d'exploitation de Novarise. La source était indiquée comme Riverton Regional Bank, et log disbursement une ligne de crédit sur la valeur nette de la propriété. Mon sang n'a fait qu'un tour. Pour ouvrir une ligne de crédit sur notre maison, la banque exigeait les signatures des 2 propriétaires. Je n'avais rien signé. Je n'avais pas mis les pieds dans une banque avec Evan depuis plus d'1 an. J'ai pris mes clés de voiture. La succursale de la Riverton Regional Bank était calme, sentant la cire à parquet et le café éventé. Je me suis dirigé vers le bureau de la directrice de l'agence, une femme nommée Linda qui nous avait aidé à refinancer notre hypothèque il y a 2 ans. Nathalie, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je ne savais pas que vous passiez. Evan est avec vous? Pas aujourd'hui, Linda, dis-je. Ma voix était calme, agréable, la voix de la chef de projet de Brightline. Je passais juste en revue nos comptes en ligne et j'ai remarqué le versement de la nouvelle ligne de crédit. Je me sens si bête, mais je semble avoir égaré ma copie des documents finaux. Pourriez-vous m'imprimer la page de signature? Je veux juste la classer correctement pour nos impôts. Bien sûr, dit Linda. Elle tapa sur son clavier, inconsciente du fait qu'elle s'apprêtait à me remettre une arme. C'était génial que nous ayons pu faire approuver cela si rapidement pour vous. Evan disait que l'expansion ne pouvait pas attendre. Elle me tendit une feuille de papier encore chaude. J'ai regardé en bas de la page. Au-dessus de la ligne marquée co-emprunteur se trouvait mon nom, Nathalie et Cooper. L'écriture était bouclée et penchée vers la droite. Cela ressemblait à ma signature. Il y avait le même paraphe sur le C, mais le N était trop pointu. J'écris mon N avec une arche arrondie, Evan écrit les siens pointus. Il s'était exercé. Il s'était assis à son bureau, peut-être pendant que je dormais dans la pièce d'à côté, et s'était exercé à falsifier mon nom jusqu'à se sentir assez confiant pour commettre un crime. Il avait volé $50 000 de la valeur nette de notre maison, ma maison, et les avait remis à la banque sous forme d'une dette dont j'étais désormais légalement responsable. Si Novarise faisait faillite, la banque ne prendrait pas seulement son entreprise, elle prendrait ma maison. Tout va bien, demanda Linda, remarquant mon silence. J'ai levé les yeux et souri. C'était une expression crispée, fragile. Oui. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Merci, Linda. Je suis sorti de la banque. Le soleil brillait sur le trottoir, mais le monde semblait gris. J'ai ressenti un profond sentiment de violation qui allait bien au-delà de l'infidélité sexuelle.
Il avait transformé mon identité en un outil pour son propre levier financier. Il avait fait de moi une otage dans ma propre vie. De retour dans mon bureau à domicile, la rage s'était distillée en une concentration froide et implacable. Je ne cherchais plus de raison de partir, j'étais en train de monter un dossier. Je me suis connecté à nouveau à la messagerie d'Evan. J'ai cherché les mots-clés, Solstice Spirit, la marque qu'il avait mentionnée au téléphone lors de l'humiliation de la nuit dernière. Il y avait un fil de discussion avec pour objet, proposition V4, tournée nationale confidentielle. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un dossier PDF impeccable, rempli de photos haute résolution de vers qui s'entrechoquent et de pistes de danse bondées. Il détaillait une tournée dans 20 villes où Nova verserait exclusivement de la vodka et du gin Solstice. La valeur du contrat était massive, 200 000 $ d'avance avec des primes de performance basées sur l'affluence et la consommation. J'ai fait défiler jusqu'à la section des données. C'était là qu'Evan tentait de prouver sa valeur. Il avait inclus des études de cas de ces récents événements au Nebula Room. Je connaissais ces chiffres, j'avais vu les vrais reçus sur le compte bancaire. La proposition affirmait que l'affluence moyenne à ces événements du jeudi soir était de 800 personnes. La capacité de sécurité incendie du Nebula Room était de 400. Il affirmait que la dépense moyenne par personne était de 75 $. Les données du point de vente que j'avais aperçu plus tôt montraient une moyenne de 30 $. Il gonflait les indicateurs de plus de 100%. Il utilisait une technique appelée comptage fantôme, consistant à compter 2 fois les clients qui sortent et rentrent, et à engager des figurants, des gens payés pour faire la queue et avoir l'air branchés afin de créer l'illusion de la demande. J'ai lu les petits caractères du contrat Solstice qu'il poussait à faire signer. Garant, Evan Cooper et Nathalie Cooper. Il m'avait inscrite à nouveau. Il utilisait mes antécédents de crédit, mon casier judiciaire vierge, pour se porter garant d'une proposition commerciale frauduleuse. Si Solstice Spirit découvrait que les chiffres étaient faux et il finirait par le faire, il intenterait un procès. Et parce que mon nom figurait sur la garantie, il s'en prendrait à mon fonds de retraite. Il s'en prendrait à mon salaire. Evan n'était pas seulement un trompeur, c'était un parasite. Il se nourrissait de ma stabilité pour alimenter ses délires de grandeur. J'ai fermé le navigateur et ouvert un nouvel onglet. Je suis allé sur le site d'une banque numérique qui n'avait aucune agence physique dans l'Ohio, un endroit où Evan ne songerait jamais à chercher. J'ai ouvert un compte courant au nom de Nathalie. J'ai initié un transfert. Ce n'était pas une grosse somme, juste 3 000 $ assez pour louer un appartement pendant un mois et acheter de la nourriture. C'était en dessous du seuil qui déclencherait un rapport d'activité suspecte et assez petit pour qu'Evan, qui ne vérifiait jamais le solde à moins que sa carte ne soit refusée, ne le remarque pas immédiatement. Ensuite, j'ai allumé le scanner. J'ai introduit le document bancaire falsifié dans la machine. J'ai introduit les impressions des paiements de Blue Nova dans la machine. J'ai introduit la proposition frauduleuse de Solstice dans la machine. Le scanner vrombissait de manière rythmée, un battement de cœur mécanique dans la pièce silencieuse. Chaque document était converti en PDF, crypté et téléchargé sur un serveur cloud sécurisé que j'avais configuré avec une authentification à 2 facteurs liée à un téléphone prépayé que je gardais dans le coffre-fort. Je me suis levé et j'ai regardé le mur au-dessus de mon bureau. C'était une vaste étendue de cloisons sèches blanches. J'ai pris un rouleau de ruban de masquage bleu et une pile de captures d'écran imprimées. J'ai scotché une photo du Nebula Room à gauche. J'ai scotché le logo de Solstice Spirit à droite. Au centre, j'ai placé une impression de l'enregistrement de conseil de Blue Nova avec le nom de Sabrina surligné en jaune. J'ai tracé des lignes au marqueur rouge reliant les flux d'argent, Novarise, Blue Nova, Sabrina, valeur nette de la maison, Novarise, le vide. Le diagramme ressemblait au tableau de preuve que je préparais autrefois pour le procureur de l'État. C'était une carte de la corruption. Image d'un tableau d'enquête criminelle avec des photos, des documents et des fils rouges reliant les éléments. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'en ai sorti une petite photo de la taille d'une carte de crédit. C'était une photo de notre mariage. Evan me regardait avec ce sourire éclatant, et je le regardais avec une adoration totale et aveugle. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air d'une équipe. J'ai épinglé la photo au centre exact de la toile de mensonge. J'ai pris le marqueur rouge. Je n'ai pas hésité. J'ai tracé un X épais et violent sur la photo, barrant nos visages. Le mariage n'était plus une relation. Ce n'était pas un partenariat. C'était juste un nœud de plus dans son système de fraude. C'était une vulnérabilité que je devais corriger.
J'ai rebouché le marqueur. L'odeur de l'encre était vive, comme des produits chimiques, comme un antiseptique. Le projet divorce est lancé, ai-je dit à la pièce vide. La femme qui cuisinait le safran rosado était morte. La femme debout dans le bureau était celle qui envoyait autrefois des hommes comme Evan en prison fédérale, et elle ne faisait que commencer. J'ai fixé le nom sur l'écran, le curseur clignotant à la fin de l'adresse email, Julian Reed, directeur financier, Solstice Spirit. Le nom m'a frappé avec la force d'un coup physique, me coupant le souffle. Pendant un instant, le monde des factures frauduleuses et des sociétés écrans a disparu, remplacé par le souvenir d'une salle d'études exiguë de la bibliothèque universitaire, l'odeur des boissons énergisantes bon marché et la chaleur d'une main posée sur la mienne sur une souris d'ordinateur. Julian. Il y a 10 ans, nous étions inséparables. Nous étions les deux seuls étudiants de notre cohorte d'analyse de données avancée à apprécier réellement la beauté d'un tableur parfaitement équilibré. Nous étions sortis ensemble pendant 2 ans, une relation construite sur des joutes intellectuelles et une compréhension silencieuse. Nous avions rompu non pas parce que nous avions cessé de nous aimer, mais parce que l'ambition nous avait entraînés dans des directions opposées. Il était parti dans la finance d'entreprise à New York et j'étais resté à Chicago pour traquer les fraudeurs. Je ne lui avais pas parlé depuis une décennie, et maintenant il était l'homme sur le point de signer un chèque de plusieurs millions de dollars à mon mari menteur. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking du Brightline Solas Network. Il pleuvait une bruine grise et misérable qui brouillait le pare-brise. J'ai serré le volant, mon cœur martelant un rythme frénétique contre mes côtes. J'avais un choix. Si je restais silencieuse, Solstice Spirit signerait l'accord. Evan obtiendrait l'argent. Il continuerait probablement sa liaison, enhardi par son succès, et je serais légalement lié à une fraude qui finirait par imploser. Si je le contactais, je risquais tout. Je risquais de passer pour l'ex-petite amie folle et jalouse essayant de saboter la nouvelle vie de son ancien partenaire. Je risquais de passer pour une épouse amère essayant de gâcher la grande opportunité de son mari. Mais l'analyste judiciaire en moi connaissait la vérité. Ce n'était pas une question de jalousie, c'était une question de crime. Et si Julian signait ce contrat, il en serait le complice. J'ai ouvert LinkedIn sur mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de message. J'ai tapé, effacé, et tapé à nouveau. Je ne pouvais pas avoir l'air d'une épouse, je devais avoir l'air d'une professionnelle. Julian, j'espère que ce message te trouvera en bonne santé. Je t'écris non pas en tant qu'ancien ami, mais concernant une question professionnelle qui requiert ton entière discrétion. J'ai des raisons de croire que les données de vérification préalable fournies à ton équipe par Novaris Entertainment contiennent des anomalies statistiques significatives et des indicateurs fabriqués. J'ai de la documentation pour étayer cela. Je pense que tu devrais la voir avant d'aller plus loin. S'il te plaît, appelle-moi. Nathalie. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir me rétracter. Je m'attendais à attendre des jours pour une réponse. Je m'attendais à être ignoré. Mon téléphone a vibré 3 minutes plus tard. Nathalie, mon Dieu, cela fait si longtemps. Je suis libre à 17h. Voici mon lien Zoom personnel. Utilise une connexion sécurisée. Les heures jusqu'à 17h ont traîné comme des années. J'ai fait mon travail machinalement, approuvant des demandes de budget pour des jardins communautaires, mais mon esprit était déjà dans la salle d'interrogatoire. À 17h pile, j'ai verrouillé la porte de mon bureau à domicile. Evan était sorti, probablement à la salle de sport ou à une réunion avec un client code pour voir Sabrina. La maison était calme. J'ai cliqué sur le lien. Le flux vidéo s'est connecté. Et il était là. Julian Reed paraissait plus vieux. Les cheveux en bataille de ses 20 ans étaient maintenant coupés courts et coiffés. Il portait une chemise habillée impeccable et des lunettes coûteuses. Il avait l'air fatigué, de cette fatigue profonde qui accompagne les hautes responsabilités en entreprise. Mais quand il m'a vu, son visage s'est adouci. « Nathalie, dit-il. » Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs. « Tu n'as pas changé d'un iota. »« J'aimerais que ce soit vrai, » ai-je dit, la voix serrée. « Salut, Julian. »« J'ai vu ton nom de famille, » dit-il doucement. « Cooper. »« J'ai supposé que tu l'avais épousé le propriétaire de Novaris. »« Oui, » répondis-je. « Je n'en ai pas dit plus. Je ne pouvais pas me permettre que cela devienne une séance de retrouvailles. »« Julian, merci d'avoir pris cet appel. »
Je sais de quoi cela a l'air, l'ex-petite amie qui sort de nulle part pour dire du mal des affaires de son mari, mais j'ai besoin que tu écoutes les mathématiques, pas le passé. L'expression de Julien changea. Il se redressa, la douceur remplacée par la concentration analytique acérée que je me rappelais si bien. Vas-y. Je t'écoute. J'ai partagé mon écran. J'ai affiché la comparaison côte à côte que j'avais créée. À gauche, la proposition qu'Evan avait envoyée à Solstice, à droite, les données de transactions brutes des comptes bancaires. Regarde les chiffres d'affluence pour les événements du Nebula Room, ai-je dit, ma voix se stabilisant à mesure que je tombais dans le rythme des données. Il revendique une moyenne de 800 personnes par soir. Mais si tu regardes la consommation d'alcool par rapport au revenu d'entrée, la variance est de plus de 60%. Tu ne peux pas avoir 800 personnes qui ne boivent que l'équivalent de 30 personnes. J'ai surligné les colonnes. Il fait du comptage fantôme. Il fait circuler le personnel et des figurants non payés par la porte pour faire grimper le compteur de tes éclaireurs. Et ici, le budget marketing d'influence? C'est un forfait payé à une société écran appelée Blue Nova Consulting. Ce n'est pas du marketing, Julien. C'est un circuit de pots de vin. Julien regardait l'écran en silence. Il n'interrompait pas. Il se pencha plus près de la caméra, ses yeux parcourant les lignes de chiffres. Je le voyais faire le calcul mental, vérifiant mes conclusions en temps réel. Quand j'ai fini, j'ai arrêté le partage d'écran. Le silence s'étira entre nous. Il a falsifié ma signature sur un prêt bancaire pour financer les coûts initiaux de cette proposition, ai-je ajouté doucement. C'est comme ça que j'ai découvert. Julien enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Il laissa échapper un long et lourd soupir. Nathalie, tu n'as pas idée à quel point cela tombe à point nommé. Que veux-tu dire? Solstice est sous audit, dit-il, baissant la voix bien qu'il soit seul dans son bureau. La Commission fédérale du commerce examine nos contrats de fournisseurs des 3 dernières années. Mon prédécesseur a pris des libertés avec les règles pots de vin, factures gonflées, la totale. J'ai été engagé pour nettoyer tout ça. Nous essayons de montrer aux régulateurs que nous menons maintenant une opération légitime et transparente. Mon estomac se noie. Oh non. Si nous signons avec Novarise, dit Julien, me regardant directement, et qu'on découvre que ton mari truque les comptes, ce ne sera pas seulement une mauvaise affaire. Les fédéraux y verront la poursuite d'un schéma. Ils inculperont l'entreprise. Ils m'inculperont pour négligence. Il me regarda avec un mélange d'horreur et de gratitude. Tu ne m'as pas seulement sauvé d'un mauvais contrat, Nat. Tu m'as peut-être sauvé de la prison. Je ne veux pas le détruire juste pour le détruire, ai-je dit, sentant les larmes piquer le coin de mes yeux. La honte d'admettre que mon mari était un criminel devant l'homme que j'avais aimé était accablante. Mais je ne peux pas le laisser m'entraîner avec lui. Il a fait de moi une garante. Julien hocha lentement la tête. Nous devons nous voir. Pas par Zoom. J'ai besoin que tu apportes les fichiers bruts, les disques durs, les documents originaux avec les signatures falsifiées. Je ne peux pas quitter Riverton facilement, dis-je. Evan surveille mon emploi du temps. Solstice a un bureau régional à Chicago, dit Julien. J'y serai demain pour une revue du conseil d'administration. Peux-tu venir? Apporte tout ce que tu as. Nous l'examinerons avec mon conseiller juridique interne. Si ce que tu dis est vrai, nous pouvons construire un pare-feu autour de toi. Chicago, répétai-je. C'était 4 heures de route. Nathalie, dit doucement Julien. Ce n'est pas mon côté ex-petit ami qui te le demande. C'est le directeur financier d'une multinationale qui demande à une lanceuse d'alerte de se manifester. Es-tu en sécurité pour voyager? Oui, dis-je. Je vais m'arranger. Ce soir-là, l'air dans la cuisine était étouffant. Evan mangeait les plats thaïlandais à emporter qu'il avait rapportés, faisant défiler son téléphone tout en mâchant. Je dois aller à Chicago demain, ai-je dit, en lui tournant le dos pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Evan leva les yeux, une nouille pendant à sa lèvre. Chicago? Pourquoi? Brightline m'envoie à un sommet régional des organisations à but non lucratif, ai-je menti. Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche, mais il sortit sans accroc. C'est juste pour 2 jours. Ils veulent que je fasse une présentation sur notre gestion des données pour la subvention du jardin communautaire. C'est ennuyeux, mais c'est obligatoire pour la promotion. Le visage d'Evan s'éclaira.
Il n'essaya pas de le cacher. Oh, 2 jours? C'est génial, chérie. Tant mieux pour toi. Je savais ce qu'il pensait. 2 jours sans la femme. 2 jours pour ramener Sabrina dans notre lit. 2 jours pour jouer au roi célibataire sans avoir à se cacher. Ouais, dit-il, agitant sa fourchette avec magnanimité. Vas-y, fais ton petit truc de travail. J'ai une tonne de préparation à faire pour le lancement de Solstice de toute façon. Ce sera bien pour moi d'avoir la maison calme pour me concentrer. Se concentrer, répétai-je sèchement. C'est ça. Ne m'appelle pas toutes les heures, d'accord? Ajouta-t-il en souriant. Je serai à fond dedans. Je te le promets, dis-je. Tu n'entendras pas du tout parler de moi. Le bureau régional de Solstice Spirit à Chicago était une forteresse de verre et d'acier surplombant la rivière. C'était un contraste saisissant avec le monde sombre, collant et éclairé au néon dans lequel Evan évoluait. Ici, l'air était filtré et frais. Les gens parlaient sur un ton feutré et intelligent. Cela sentait l'espresso coûteux et l'ambition. Je portais mon meilleur tailleur, un blazer gris anthracite que je n'avais pas porté depuis mon entretien chez Breitling. Je transportais une mallette contenant les clés USB et les dossiers. Julien m'accueillit dans le hall. Il ne me serra pas dans ses bras, il me serra la main, mais sa poigne était ferme et prolongée. Merci d'être venu, dit-il. Il me conduisit dans une salle de conférence au 45e étage. À l'intérieur, il y avait une longue table en acajou. Assise là se trouvait une femme au regard perçant et à la coupe de cheveux encore plus tranchante, la conseillère juridique interne de Solstice. Voici Nathalie, me présenta Julien. Il utilisa mon nom de jeune fille. Cela sonnait comme une réclamation de soi. Pendant les 3 heures suivantes, je n'ai pas été une victime. Je n'ai pas été une épouse trahie. J'ai été l'experte. Je les ai guidés à travers les données. J'ai montré l'enregistrement de la société écran. J'ai montré les graphiques de variance. J'ai expliqué le mécanisme du comptage fantôme. L'avocate prenait des notes furieusement. Julien me regardait, un regard de profond respect grandissant dans ses yeux. C'était le même regard qu'il me lançait lorsque nous résolvions un ensemble de données complexes à l'université, mais en plus profond. C'était de l'admiration mêlée de tristesse pour ce que j'avais enduré. Quand nous avons fini, l'avocate ferma son dossier. C'est exploitable en justice, dit-elle. Si nous poursuivons le contrat mais le structurons spécifiquement pour détecter ces écarts lors d'un audit en direct, nous pouvons résilier pour motif valable et poursuivre pour fraude. Nous pouvons le livrer aux autorités sur un plateau d'argent. Elle quitta la pièce pour rédiger les documents. Julien et moi sommes restés seuls avec la vue sur la ligne d'horizon de la ville. Tu es incroyable, dit Julien. Tu n'as rien perdu de ton talent. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, avouai-je, regardant mes mains. J'ai construit une vie sur des fondations de sable, Julien. Et maintenant, c'est moi qui dois tout faire sauter. Julien fit le tour de la table et s'appuya contre le bord près de moi. Tu ne fais pas tout sauter, dit-il. Tu t'échappes d'un immeuble en feu. Il y a une différence. Il regarda les dossiers sur la table, puis revint vers moi. Si nous faisons cela, si nous lui tendons ce piège lors de l'événement de lancement, cela va le détruire. Pas seulement son entreprise, sa réputation. Il fera face à des accusations fédérales. Il pourrait aller en prison pour fraude bancaire et fraude électronique. Il marqua une pause, cherchant mes yeux. Et cela signifie que tu seras au milieu d'une enquête fédérale. Tu seras un témoin contre ton mari. Ça va devenir moche, et ça va devenir très réel. Es-tu prête pour ça? J'ai pensé au rire d'Evan au téléphone, tu n'aimes pas ça? Divorce-moi. J'ai pensé à la signature falsifiée. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de me faire plus petite pour qu'il puisse se sentir grand. J'ai regardé Julien. Il m'a dit de divorcer, dis-je doucement. Je lui donne exactement ce qu'il a demandé. D'accord, dit Julien. Il hocha la tête, une détermination sombre crispant sa mâchoire. Alors, partons en guerre. Je suis retourné à Riverton avec la ligne d'horizon de Chicago s'effaçant dans mon rétroviseur, mon esprit n'étant plus une tempête chaotique de sentiments blessés, mais une grille structurée d'objectifs tactiques. L'épouse éplorée était restée sur l'autoroute. La femme qui revenait était une opératrice. Mon premier arrêt fut un bâtiment en briques à la lisière du centre-ville de Riverton, le bureau de Miriam Blake.
Zoé me l'avait recommandé, l'appelant un requin en chemisier de soie. Zoé avait raison. Myriam avait la cinquantaine, des cheveux argentés coupés en un carré net et des yeux qui avaient vu toutes les variations possibles de la trahison conjugale. Elle ne m'a proposé ni thé ni sympathie. Elle désigna le fauteuil en cuir face à son bureau et ouvrit un bloc-notes juridique jaune. « Parlez, dit-elle, et ne mettez pas les parties laides. » Je lui ai tout raconté. J'ai commencé par l'appel téléphonique « Tu n'aimes pas ça, divorce-moi » et j'ai continué par la découverte de Sabrina, les pots de vin de Blue Nova et la signature falsifiée sur le prêt bancaire. J'ai posé les copies des documents sur son bureau. Myriam prit le document du prêt bancaire, ses yeux se rétrécissant derrière ses lunettes de lecture. « Il a falsifié votre signature sur une ligne de crédit sur valeur nette immobilière », affirma-t-elle, sans poser de questions. « Ce n'est pas seulement un motif de divorce, Nathalie. C'est un crime fédéral. C'est de la fraude. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. » « Je n'ai pas l'impression que ce soit un cadeau, dis-je. J'ai l'impression que je vais perdre ma maison. »« Vous ne la perdrez pas, » dit Myriam, son stylo grattant agressivement le papier, « parce que nous allons prouver la contrainte et la fraude. Mais voici la partie difficile, vous ne pouvez pas rentrer chez vous et lui hurler dessus. Vous ne pouvez pas jeter ses vêtements sur la pelouse. Vous ne pouvez pas lui laisser savoir que vous savez. » Elle se pencha en avant, son expression mortellement sérieuse. « Si vous l'affrontez maintenant, il cachera des actifs. Il détruira des dossiers numériques. Il transférera l'argent de Blue Nova vers un compte offshore que nous ne pourrons jamais toucher. Pour gagner cela, vous devez être une bonne épouse pendant encore 2 semaines. Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous regarder l'homme qui vous a volé 50 000 $ et lui demander s'il veut du poulet ou du poisson pour le dîner? » J'ai pensé à la ligne rouge que j'avais tracée sur mon mur de preuve. « Oui, dis-je. Je peux le faire. »« Bien, dit Myriam, parce que nous ne visons pas seulement un accord. Nous visons une extraction totale. » Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était Julien. « J'ai quelqu'un qui doit te parler, dit-il. Elle travaille pour le département du Trésor. Son nom est l'agent Carla Nguyen. » Mon estomac se serra. « Passe-la moi. » L'écran vacilla et un nouveau visage apparut. L'agent Carla Nguyen semblait taillée dans le granit. Elle était jeune, peut-être de mon âge, mais elle avait le regard dur et fixe de quelqu'un qui passe ses journées à traquer les menteurs professionnels. « Madame Cooper, dit Carla. » Sa voix était sèche et dénuée de politesse. « J'ai examiné les dossiers que vous avez fournis à Monsieur Reed. Vous êtes dans une position précaire. Je suis la victime ici, dis-je sur la défensive. Aux yeux de la loi, vous êtes une co-conspiratrice jusqu'à preuve du contraire, coupa Carla. Votre nom figure sur les documents fondateurs de Novarise. Votre nom figure sur les comptes bancaires. Votre nom figure sur les déclarations de revenus qui n'ont pas déclaré les revenus de ces pots de vin. Si nous faisons une descente chez Novarise demain sans votre coopération, vous tombez avec lui. Vous risquez une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent. » Je sentis le sang quitter mon visage. Je ne savais pas, l'ignorance n'est pas une défense quand vous êtes une dirigeante de l'entreprise, dit Carla. Mais la coopération l'est. Nous ouvrons une enquête formelle sur Novarise et ses liens avec le réseau de blanchiment impliquant Sabrina Torres. Nous voulons faire de vous un témoin coopérant. Vous nous aidez, et nous vous accordons l'immunité. Que dois-je faire? Demandai-je. Nous devons le prendre en flagrant délit, dit Carla. Pas seulement pour des crimes passés. Nous avons besoin qu'il commette une infraction fédérale sous notre surveillance. 2 jours plus tard, nous avons tenu un « conseil de guerre ». C'était une visioconférence sécurisée. Myriam était dans son bureau, encadrée par son mur de livres de droit. Julien était à Chicago, l'air pâle mais déterminé. Carla était dans un lieu non divulgué avec un mur blanc uni derrière elle. Et j'étais dans mon bureau à domicile, portant des écouteurs à réduction de bruit pour qu'Evan, qui regardait le football en bas, n'entende pas un mot. « Voici le calendrier, » dit Julien, affichant un calendrier partagé. Le lancement officiel du partenariat Solstice est prévu pour samedi prochain. C'est un événement massif à la discothèque Aurora Pulse à Las Vegas. Ce sera diffusé en direct dans tout le pays. Las Vegas, songea Myriam. Enjeux élevés, haute visibilité. Evan est obsédé par cette soirée, dis-je. Il pense que c'est son couronnement.
Il pense qu'une fois qu'il aura signé l'accord final sur scène, il sera intouchable. C'est exactement là que nous le coincerons, dit Carla. Ses yeux étaient froids. Nous allons laisser l'événement se dérouler. Julian, ton équipe préparera les contrats finaux, mais nous allons structurer l'attestation de présence, le document qu'il doit signer pour débloquer le paiement de manière à ce qu'il garantisse spécifiquement les données que nous savons être fausses. Parjure, dit Myriam, hochant la tête d'un air approbateur. Et fraude électronique dès l'instant où il transmettra cette signature par-delà les frontières de l'État. Exactement, dit Carla. J'aurai des agents à l'intérieur du club. Nous nous ferons passer pour des barman, du personnel de sécurité et des invités VIP. Nous enregistrerons chaque conversation qu'il aura avec Sabrina, chaque vantardise sur la falsification des comptes. Nous avons besoin qu'il se sente en sécurité. Nous avons besoin qu'il se sente arrogant. Quel est mon rôle, demandai-je. Tu es l'encre, dit Myriam. Tu fournis la couverture domestique. Tu le gardes calme. Tu le laisses se sentir supérieur. Et en privé, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour déposer la demande de divorce. Je vais rédiger une ordonnance ex parte pour geler tous les actifs matrimoniaux dès le début de l'événement. Pendant qu'il sera sur scène en train de faire sauter le champagne, je serai en train d'appuyer sur la touche entrée et du dépôt au tribunal. Il veut divorcer de moi, dis-je, regardant les visages sur l'écran. Il me l'a dit. Alors je vais lui signifier les papiers, mais pas à la maison. J'ai regardé Julian. Je veux lui signifier là-bas, dis-je. Au club. C'est théâtral, dit Carla en fronçant les sourcils. Nous préférons généralement des arrestations discrètes. Il l'a humilié publiquement, argumenta Myriam en tapotant son stylo. Il a utilisé son crédit et son nom pour construire ce faux empire. Il l'a mise au défi de divorcer devant ses amis. Je pense qu'une réponse publique n'est pas seulement juste, elle est stratégique. Cela le déstabilise. Une cible déstabilisée fait des erreurs. Carla réfléchit, puis haussa les épaules. Très bien. Tant que vous n'interférez pas avec l'arrestation fédérale, vous pouvez lui signifier les papiers comme vous le voulez. Je ne vais pas seulement lui signifier les papiers, dis-je. Je veux démanteler le mensonge. Julian, les écrans du club sont contrôlés par l'équipe de Novariz, n'est-ce pas? Techniquement, oui, dit Julian, mais le flux passe par le serveur maître de Solstice pour le direct. J'ai un accès Racine. Donne-moi l'accès, dis-je. Julian hésita. Nathalie, qu'est-ce que tu prépares? Il adore les projecteurs, dis-je. Je veux juste m'assurer que l'éclairage soit fidèle à la réalité. La réunion se termina par une série de mesures précises. Myriam finaliserait le gel des avoirs. Carla coordonnerait l'équipe de surveillance à Vegas. Julian préparerait le contrat piège. Je restais assise dans mon bureau un moment, écoutant les sons étouffés du match de football en bas. Evan criait après la télé, un éclat d'énergie masculine agressive. Je descendis. Evan était affalé sur le canapé, une bière à la main. Il leva les yeux quand j'entrai. Et, dit-il, sans marmonner d'excuses pour l'autre soir, sans demander comment j'allais. Tu peux m'apporter des chips? Ce match est intense. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait regardé dans les yeux et menti pendant des années. J'ai regardé l'homme qui avait fait de moi une criminelle potentielle. Bien sûr, dis-je. Je forçai un sourire sur mon visage. Il semblait serré, comme un masque qui n'était pas tout à fait à la bonne taille, mais c'était suffisant pour le tromper. Tu veux les pimenter? Ouais, chérie. Merci, dit-il, ses yeux dérivant déjà vers l'écran. Je suis allé dans la cuisine. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une terrifiante abondance d'adrénaline. J'allais le détruire. J'allais prendre la maison. J'allais prendre la voiture. J'allais prendre sa réputation, son entreprise et sa liberté. Et j'allais le faire tout en lui apportant des chips. La question de Myriam à la fin de notre réunion résonnait dans mon esprit. Elle m'avait regardé, son stylo survolant le projet de divorce, et m'avait demandé, « Nathalie, voulez-vous le ruiner ? Parce que nous pouvons simplement récupérer votre argent et partir. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer la politique de la terre brûlée. » J'avais pensé à la femme au téléphone. Divorce là. J'avais pensé à la signature falsifiée. J'avais pensé aux 10 années que j'avais passées à me faire plus petite pour qu'ils ne se sentent pas menacés par mon intelligence.
Je n'ai pas besoin de le détruire, avais-je dit à Myriam. Il a bâti un château de cartes. J'ai juste besoin d'allumer le ventilateur. J'ai juste besoin de tirer le rideau pour que tout le monde puisse voir le petit homme triste qui se cache derrière le magicien. J'ai saisi le sac de chips dans le garde-manger. Je suis retourné dans le salon et j'ai posé le bol à côté de lui. Merci, a-t-il grogné. Evan, ai-je dit doucement. Quoi? Il ne quittait pas la télé des yeux. Je pense que je pourrais venir à Vegas, ai-je dit. Pour voir le lancement, tu sais, te soutenir depuis les coulisses. Il s'est raidi. J'ai vu la panique briller dans ses yeux avant qu'il ne la masque rapidement. Il s'est tourné vers moi, affichant son meilleur visage de mari attentionné. Oh, Nat, je ne sais pas, a-t-il dit. Ce sera un voyage de travail. Des horaires de fou, de la musique forte. Tu détestes ça. Tu serais malheureuse. Tu as raison, ai-je dit, battant immédiatement en retraite. Je serai probablement dans le chemin. Je regarderai simplement la diffusion en direct depuis la maison. Il s'est détendu, ses épaules s'abaissant de 2 pouces. Exactement. Tu regardes d'ici. Ce sera mieux. Je te saluerai à l'antenne. D'accord, ai-je dit. Je regarderai. Je me suis détourné et je suis parti avant qu'il ne puisse voir la satisfaction froide et dure dans mes yeux. Il venait de mordre au mensonge. Il se pensait en sécurité. Il pensait aller à Vegas pour devenir un roi. Il n'avait aucune idée qu'il achetait un aller simple pour sa propre exécution. La maison a commencé à changer non pas parce que les meubles bougeaient, mais parce que j'avais cessé de combler les espaces vides par mes efforts. Pendant des années, notre mariage avait fonctionné grâce au carburant de mes concessions. Je cuisinais parce qu'il aimait les repas chauds. Je prenais des nouvelles de sa journée parce qu'il avait besoin d'un public. Je l'attendais parce qu'il détestait rentrer dans une maison sombre. Maintenant, j'ai arrêté. J'ai arrêté de cuisiner le dîner à 18h. Si Evan rentrait affamé, il trouvait une cuisine propre et moi en train de lire un livre dans le salon. J'ai cessé de demander où il était passé lorsqu'il proposait des explications vagues et marmonnées sur des dîners clients ou des visites de site. Je me contentais de hocher la tête et de tourner une page. Cool, disais-je. Occupé. Cela le rendait fou, bien qu'il ne l'admette jamais. Il était habitué à mes harcèlements, il était habitué à mon inquiétude. Mon silence le rendait nerveux. Il m'observait pendant que je buvais mon café du matin, attendant l'interrogatoire qui ne venait jamais. Il ne savait pas que je ne posais pas de questions parce que j'avais déjà toutes les réponses stockées sur un disque dur crypté dans un coffre de banque. Je devais assurer ma sécurité physique autant que ma situation juridique. Cela signifiait conduire jusqu'à la limite de la ville, là où les routes pavées devenaient du gravier et où le réseau cellulaire devenait instable. Mon frère cadet, Luc, vivait dans une petite cabane rénovée près du réservoir. Nous ne nous étions pas parlé correctement depuis 2 ans. Evan avait traité Luc de « raté sans ambition » lors du dîner de la fête de l'Action de grâce il y a 3 ans, parce que Luc préférait la menuiserie à l'ascension sociale en entreprise. J'avais pris le parti d'Evan, terrifié à l'idée d'une scène. C'était l'un de mes plus grands regrets. J'ai garé ma berline devant la cabane. Luc était sur le porche en train de poncer une pièce de chaîne de récupération. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Il avait l'air méfiant, s'essuyant les mains sur son jean. « Nathalie, dit-il. » Il ne souriait pas, « Est-ce que tout va bien ?»« Non, » ai-je dit en sortant de la voiture. Tu avais raison à son sujet, Luc. Tu avais raison sur tout. Les épaules de Luc se sont relâchées. Il m'a fait signe de monter les marches. Nous nous sommes assis sur la balançoire du porche, buvant une limonade tiède, et je lui ai raconté une version épurée de la vérité. Je lui ai dit que nous nous séparions. Je lui ai dit que ça allait devenir moche. J'ai demandé si, dans le pire des cas, je pouvais dormir sur son canapé pendant quelques semaines. Tu n'as même pas besoin de demander, a dit Luc. Il m'a regardé, luttant avec quelque chose. Puis il a mis la main dans sa poche arrière et a sorti son téléphone. Je ne savais pas si je devais un jour te montrer ça, a-t-il dit doucement. Je les ai prises il y a 2 mois. Je pensais que si je te les montrais, tu me détesterais juste parce que j'apporte les mauvaises nouvelles. Il m'a tendu le téléphone. Les photos avaient été prises de loin à travers les arbres, mais la résolution était nette. C'était une autre cabane, une propriété de location de l'autre côté du lac.
Il y avait la BMW blanche d'Evan, la plaque d'immatriculation était clairement visible. Et sur le porche de cette cabane de location, il y avait Evan. Il ne travaillait pas. Il se tenait derrière une femme aux cheveux noirs, Sabrina. Ses bras étaient enroulés autour de sa taille, son menton posé sur son épaule. Ils avaient l'air à l'aise. Ils ressemblaient à un couple. J'ai vérifié le registre de location, a dit Luc. Il a réservé sous le nom retraite d'entreprise Novarise, mais il n'était que 2 pendant tout le week-end. J'ai fixé l'image. C'était la preuve irréfutable dont Myriam, mon avocate, avait rêvé. La preuve de l'adultère, la preuve du détournement de fonds de l'entreprise pour des loisirs personnels. Envoie-moi ça, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, elles sont parfaites. Luc m'a regardé avec un mélange de tristesse et de soulagement. Tu es différente, Nat. Tu as l'air froide. Je ne suis pas froide, ai-je dit en lui rendant le téléphone. J'en ai juste fini. Les préparatifs se sont poursuivis. J'ai traité mon départ comme une extraction militaire. J'ai loué un petit coffre-fort dans une banque à l'autre bout de la ville. Sur une période de 3 jours, j'ai lentement sorti de la maison les choses qui comptaient vraiment pour moi. J'ai pris mon acte de naissance et mon passeport. J'ai pris les boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées dans son testament. J'ai pris le disque dur contenant la sauvegarde de mes preuves. J'ai laissé le collier en diamant qu'Evan m'avait acheté après son premier gros versement, celui dont je savais qu'il l'avait acheté pour apaiser sa culpabilité après une liaison. J'ai laissé les sacs de créateurs coûteux qu'il insistait pour que je porte afin de jouer le rôle de la femme d'un PDG prospère. C'étaient des accessoires. Ils appartenaient au personnage de Madame Cooper, et elle était en train d'être effacée du scénario. Mais la préparation la plus difficile n'était pas logistique, elle était mentale. L'agent Carla Nuan était minutieuse. Elle insistait sur le fait que si je devais être un témoin fédéral, je devais passer une évaluation psychologique. Elle a organisé une séance avec une thérapeute travaillant pour le bureau, une femme nommée Dr Harris, spécialisée dans les traumatismes liés au stress intense. Je me suis assise dans le bureau du Dr Harris en fixant une machine à bruit blanc. « Vous êtes en colère » a dit le Dr Harris. Ce n'était pas une question. « Je suis furieuse » ai-je admis. Je veux brûler sa maison. Je veux lui hurler dessus jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais je ne peux pas. Je dois sourire et demander s'il veut du sel sur ses œufs. La suppression de la rage est dangereuse, a dit doucement le Dr Harris. Si vous ne la reconnaissez pas, elle vous sabotera. Vous pourriez craquer au mauvais moment. Vous pourriez lui mettre la puce à l'oreille. Je ne craquerai pas, ai-je dit. Je la canalise. En quoi? En précision, ai-je répondu. Chaque fois que je veux hurler, je trouve d'autres divergences dans ces registres. Chaque fois que je veux pleurer, je scannais une autre facture. Je ne laisse pas la haine me ronger, docteur. Je l'utilise comme carburant. Une fois que ce sera fini, alors je m'effondrerai. Mais pas encore. Le docteur Harris a hoché la tête lentement. Souvenez-vous simplement, Nathalie, la justice est un résultat juridique. La vengeance est un résultat émotionnel. Ne confondez pas les deux. Si vous faites cela uniquement pour lui faire mal, vous vous sentirez vide quand il sera parti. Vous devez le faire pour vous sauver vous-même. Pour me sauver moi-même. Cet après-midi-là, je suis allé dans un salon de coiffure où je n'étais jamais allé. Pendant 5 ans, j'avais gardé mes cheveux longs et méchés de blond parce qu'Evan disait que cela faisait distinguer. Il aimait passer ses doigts dedans pendant qu'il me mentait. Coupé, ai-je dit à la coiffeuse. À quelle longueur, a-t-elle demandé. Jusqu'au menton, ai-je dit. Éteignez-les dans ma couleur naturelle, brun foncé. Quand je me suis regardé dans le miroir 1 heure plus tard, l'étrangère qui me fixait avait l'air incisive. Elle avait l'air sérieuse. Elle ressemblait à la femme qui dirigeait autrefois des enquêtes, pas à celle qui attendait près du téléphone. Je suis allé dans un grand magasin et j'ai acheté un blazer noir cintré et un pantalon qui correspondait à mon corps réel, pas aux robes moulantes qu'Evan préférait. J'étais en train de muer. Evan, à l'inverse, s'épanouissait. À mesure que la date du lancement de Solstice à Las Vegas approchait, son arrogance gonflait. Il était à peine à la maison. Il passait toutes ses soirées à promouvoir la marque. Je voyais ses publications sur les réseaux sociaux. Il utilisait constamment cette phrase désormais.
Il a publié une photo de lui faisant sauter une bouteille de champagne avec la légende « Vivre ma vie selon mes conditions ». Pas content? Divorce-moi. C'était devenu son slogan. Ses amis trouvaient cela hilarant. Il commentait avec des émojis de feu et des visages rieurs. Il se pensait intouchable. Il pensait que la phrase était une démonstration de puissance, une façon de dire qu'il était trop grand pour être contraint par une femme harcelante. Il ne savait pas qu'il citait sa propre condamnation à mort. 2 nuits avant le vol pour Vegas, je passais devant la porte de son bureau personnel. Elle était entr'ouverte. J'ai entendu sa voix, basse et excitée. « Bébé, écoute-moi », disait-il. « Une fois que le chèque de solstice est encaissé, on part. » Je suis sérieux. Je me suis arrêté. J'ai plaqué mon dos contre le mur, retenant mon souffle. J'en ai fini avec l'Ohio, a continué Evan. Riverton est un boulet. J'ai déjà regardé un Pantouse à West Hollywood. On ouvre la branche de Los Angeles et on laisse le Midwest au raté. Il y a eu une pause pendant que Sabrina parlait à l'autre bout du fil. Puis Evan a ri. Nathalie? S'il te plaît. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Je lui laisserai la maison et l'hypothèque. Le temps qu'elle se rende compte que les comptes de l'entreprise sont vides, on sera en train de boire des mimosas sur Sunset Boulevard. Elle peut garder les dettes. Moi, je prends le futur. La froideur qui m'a envahi était absolue. Ce n'était plus seulement une question d'infidélité. Ce n'était plus seulement l'humiliation. Il prévoyait de m'abandonner avec des centaines de milliers de dollars de dettes. Il prévoyait de m'utiliser comme décharge pour ses déchets financiers toxiques pendant qu'il commençait une nouvelle vie avec mon argent. Je suis retourné tranquillement dans ma chambre. Je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti une seule feuille de papier ligné. J'ai pris un stylo. J'ai tout écrit. J'ai écrit sur le jour de notre rencontre. J'ai écrit sur la façon dont il me regardait autrefois. J'ai écrit sur les mensonges. J'ai écrit sur l'humiliation de l'appel téléphonique. J'ai écrit sur le plan pour me laisser démuni. J'ai déversé chaque once de chagrin, chaque lambeau d'amour persistant et chaque goutte de deuil sur cette page. J'ai pleuré en écrivant. J'ai laissé les larmes tacher l'encre. Puis j'ai emporté la lettre dans la salle de bain. Je l'ai placée dans l'évier en céramique vide. J'ai craqué une allumette. J'ai regardé la flamme saisir le coin du papier. J'ai regardé les mots s'enrouler et se transformer en cendres noires. J'ai regardé, je t'ai aimé, se transformer en fumée. J'ai regardé, tu m'as trahi, s'effriter en poussière. J'ai ouvert le robinet, évacuant la boue grise dans le drain. Le chagrin était parti. Seule la mission demeurait. Je suis retourné dans la chambre. Sur la table de nuit, à côté de la lampe, se trouvait une carte d'embarquement imprimée. Passager, Nathalie. Destination, Las Vegas, NV. Date, vendredi 27 octobre. J'ai ouvert mon téléphone et regardé le calendrier partagé. Evan avait bloqué tout le week-end, Vegas Aurora Pulse, nuit de lancement de solstice. Mon vol atterrissait 2 heures avant le sien. J'ai regardé le côté vide du lit où il ne dormirait pas ce soir. Tu m'as dit de divorcer, ai-je murmuré à la chambre vide. D'accord. Mais tu vas te souvenir de cette nuit pour le reste de ta vie. Las Vegas m'a frappé dès que les portes automatiques de l'aéroport ont glissé. C'était une agression physique de chaleur sèche, de gaz d'échappement et de l'odeur sucrée et écœurante du désespoir déguisé en luxe. J'étais arrivé 24 heures avant mon mari. Je ne séjournais pas dans l'immense complexe de casino où Novaris avait réservé un bloc de suite. Je me suis enregistré dans une tour d'hôtel élégante sans casino, plus loin sur le strip, tendant au concierge une carte de crédit au nom de Nathalie. Bienvenue à Las Vegas, mademoiselle, a dit le réceptionniste. Nous vous avons placé au 42e étage comme demandé. Vous avez une vue directe sur le complexe Aurora Pulse. Merci, ai-je dit. Ne transférez aucun appel vers la chambre. Je suis ici pour travailler. Ma chambre était fraîche et sentait discrètement le thé blanc. Je n'ai pas déballé de vêtements, j'ai déballé des preuves. En 1 heure, le lit king size n'était plus un endroit pour dormir. C'était une carte topographique de la destruction d'Evan Cooper. J'ai organisé les piles avec la précision de l'enquêtrice que j'étais autrefois. Sur l'oreiller de gauche se trouvait la pile du divorce, la requête que Myriam avait rédigée, les ordonnances de gel des comptes, les preuves d'adultère.
Au centre se trouvait la pile financière, les factures de Blue Nova, les documents bancaires falsifiés, les registres de présence fantômes. À droite se trouvait la pile fédérale, les lois concernant la fraude électronique, le blanchiment d'argent et la conspiration. Derrière ma baie vitrée, le strip s'éveillait. Les néons commençaient à clignoter, peignant le ciel du désert de nuances de violet meurtri et de vert toxique. En bas, des milliers de personnes buvaient pour oublier leur vie. Ici haut, je me souvenais de chaque détail de la mienne. On a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Julian Reed. Il semblait déplacé à Vegas portant un costume sombre sans cravate, serrant un porte-document en cuir comme s'il contenait des codes nucléaires. Quand j'ai ouvert la porte, le bruit des machines à sous du couloir a semblé s'évanouir derrière le joint lourd de la pièce. « Vous avez un centre de commandement » a dit Julian en regardant le lit. « J'aime voir le champ de bataille » ai-je répondu. « Vous l'avez » Julian a ouvert le porte-document et m'a tendu un épais document relié par un pince-notes. Voici la copie finale pour exécution de l'accord de partenariat Solstice. Mon équipe juridique a ajouté les clauses dont nous avons discuté avec l'agent Nuan. Regardez la page 14. J'ai feuilleté jusqu'à la page. Là, enfouie dans le jargon juridique standard sur la responsabilité et l'assurance, se trouvait une nouvelle section intitulée Intégrité des données et garantie des fournisseurs. En signant ceci, a expliqué Julian, la voix tendue, Evan certifie personnellement sous peine de parjure que toutes les données historiques concernant la fréquentation et les revenus fournis pendant la phase d'audit sont exactes à 100%. Il certifie également qu'aucun fournisseur tiers n'est détenu par un dirigeant de Novarise. Il ne le lira jamais, ai-je dit. Il ne lit jamais les contrats. Il regarde juste le montant du versement à la première page et il signe. Exactement, a dit Julian. Et au moment où il signe et me le remet, il commet une fraude contre une entité réglementée par le gouvernement fédéral. Et comme l'événement est diffusé en direct et que les fonds sont virés à travers les frontières des États, le FBI a juridiction. La porte s'est ouverte à nouveau. Cette fois, c'était l'agent Carla Nuan. Elle ne portait pas son blazer gouvernemental. Elle était vêtue d'une robe de cocktail argentée scintillante, ses cheveux coiffés avec beaucoup de volume. Elle ressemblait à la petite amie d'un gros joueur, à l'exception de l'oreillette qu'elle glissait discrètement derrière ses cheveux. L'équipe est en place, a dit Carla en marchant vers la fenêtre et en regardant le club Aurora Pulse, qui brillait en rouge au loin. J'ai 2 agents au bar VIP. J'en ai un dans la cabine de son, et j'en ai un infiltré dans l'entourage d'Evan se faisant passer pour un consultant en relations publiques régionales. Comment va-t-il, ai-je demandé. Il est en phase maniaque, a dit Carla. Il boit depuis qu'il a atterri. Il traite le personnel comme de la moins que rien. Mais j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Carla s'est détournée de la fenêtre, l'expression grave. Nous avons arrêté Sabrina Torres il y a 3 jours. Je me suis figé. Quoi? Pas pour cette affaire? Non, a précisé Carla. Sabrina déplaçait de l'argent pour un réseau de distribution d'ecstasy basé à Miami. Nous l'avons poussée à bout. Elle a balancé tout le monde pour sauver sa peau. Elle nous a donné les comptes de Blue Nova. Elle nous a donné les SMS où Evan lui explique comment structurer les factures pour éviter les alertes fiscales. J'ai senti un rire froid monter dans ma poitrine. Alors, elle travaille pour vous. C'est un témoin coopérant, a dit Carla. Elle n'a pas le choix. Elle est terrifiée. Si elle prévient Evan, son accord est annulé et elle part en prison pour 15 ans. Donc en ce moment, elle doit jouer les maîtresses amoureuses, sachant qu'au moment où on lui passera les menottes, c'est elle qui l'aura envoyé là. Le retournement de situation était délicieux. Evan pensait être le chef de cet orchestre. Il pensait se jouer de moi, se jouer de Solstice, se jouer du système. En réalité, il était la seule personne dans toute la ville à ne pas savoir que la musique s'était arrêtée. Il se tenait sur une trappe, main dans la main avec une femme qu'il avait déjà vendue. Il est seul, ai-je chuchoté. Il ne le sait juste pas encore. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était une demande FaceTime de mon mari. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis assise dans le fauteuil, loin du lit couvert de preuves. J'ai orienté la caméra pour que seul le mur beige générique soit visible derrière moi. J'ai affiché un sourire doux et fatigué. J'ai répondu. Salut, bébé. Le visage d'Evan a rempli l'écran. Il était dans une suite pentouse au César Palace. L'arrière-plan était chaotique des serveurs s'activant,
de la musique forte, une vue sur les fontaines. Il avait l'air luisant. Ses yeux étaient brillants et vitreux. « Salut, Evan », ai-je dit. « Tu as l'air occupé. »« C'est la folie ici », a-t-il crié, bien que je puisse dire qu'il savourait chaque seconde. Il a balayé la pièce avec la caméra pour montrer la suite. « Regarde cet endroit. Solstice a vraiment sorti le grand jeu. Ils savent qui est le roi. » J'ai aperçu Sabrina à l'arrière-plan du plan. Elle était assise sur un canapé en velours, vérifiant son téléphone. Elle était pâle. Quand Evan a passé la caméra près d'elle, elle a forcé un sourire rapide et fragile et a détourné le regard. Elle savait. « Je voulais juste t'appeler pour te dire bonne nuit », a dit Evan en retournant la caméra vers lui. « J'ai un grand dîner avec les investisseurs. Ça risque de finir tard. Tu sais comment c'est. »« Je sais », ai-je dit. « Bonne chance pour le lancement demain. J'espère que ce sera tout ce que tu mérites. »« Oh, ça le sera », a-t-il souri. « Regarde bien la diffusion en direct. D'accord ? Reste à la maison. Repose-toi. Ne m'attends pas, je regarderai, ai-je promis. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai raccroché. L'écran est devenu noir. Le silence dans ma chambre semblait lourd, chargé de l'électricité statique de la tempête à venir. Le lendemain soir, le soir du lancement, je me tenais sur le balcon de ma chambre d'hôtel. La chaleur du désert rayonnait encore du béton en bas, mais l'air ici était léger et frais. Il était 20 heures. Le club Aurora Pulse était un phare de lumière au centre du strip. Des projecteurs balayaient l'obscurité, croisant leurs faisceaux sur l'énorme toit en dôme. Une longue file de limousines noires a commencé à serpenter vers l'entrée VIP. J'ai utilisé une paire de jumelles compactes pour surveiller l'arrivée. La voiture de tête s'est arrêtée. La portière s'est ouverte. Evan en est sorti. Il portait une veste de smoking blanche, un choix qui hurlait l'arrogance. Il s'est arrêté sur le tapis rouge, boutonnant sa veste, attendant que les caméras le trouvent. Il a tendu une main vers l'arrière dans la voiture. Sabrina a émergé. Elle portait une robe faite de paillettes rouges qui ressemblait à du sang frais sous les flashs des caméras. Elle a pris son bras. Ils ont posé. Evan désignait les enseignes en riant, s'abreuvant de l'attention. Le sourire de Sabrina était crispé. Elle ne cessait de regarder autour d'elle, cherchant probablement les agents fédéraux qu'elle savait être en train de l'observer. J'ai baissé les jumelles. De cette hauteur, ils ressemblaient à des fourmis insignifiants, petits. Mon téléphone a sonné avec un message sécurisé de Carla, information entrante de l'agent infiltré. Vous devez voir ça. C'était une capture d'écran. Evan avait créé une discussion de groupe nommée Vegas Kings avec 4 de ses amis d'université. L'horodatage indiquait 2 minutes auparavant, envoyé de l'intérieur de la limousine. Evan, c'est le grand soir les gars. Signature du contrat à 8 chiffres. On change les règles du jeu ami 1, légende. Ami 2, et pour le boulet ? Elle va te laisser dépenser tout ça ? Evan, si ça se passe bien ce soir, je passe à l'acte. J'en ai fini. Je veux vivre à Los Angeles. C'est un poids mort. Comme je lui ai dit, pas contente ? Divorce-moi. Elle est trop trouillarde pour faire quoi que ce soit. Je vais la larguer et lui laisser l'hypothèque. Regardez-moi bien. J'ai fixé le texte. Elle est trop trouillarde pour faire quoi que ce soit. Le dernier vestige d'hésitation s'est évaporé. S'il restait une petite part de moi, insensé, qui se demandait si j'étais trop dur, si j'allais trop loin en travaillant avec le FBI, cette part est morte là, sur le balcon. Il ne faisait pas que me quitter, il riait de me détruire. Il me considérait comme un poids mort à jeter une fois qu'il en aurait extrait assez de valeur. J'ai regardé le message à nouveau. Pas contente ? Divorce-moi. Je n'ai pas peur, Evan, ai-je dit au vent. Je suis juste prête. Je suis retourné à l'intérieur de la chambre. Je suis allé vers le placard. Je n'ai pas mis de costume. Je n'ai pas mis de robe de fête colorée. J'ai mis une robe en soie noire. Elle était austère, élégante et tranchante. Elle avait des manches longues et un col montant, mais le dos était nu. C'était une robe pour une femme en deuil ou pour une femme qui est le bourreau. J'ai attaché une simple chaîne en argent autour de mon cou. J'ai mis mes talons.
J'ai pris mon téléphone et la petite tablette cryptée reliée au serveur de Solstice. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir en pied. Natalie Cooper, la femme inquiète et frénétique, avait disparu. La femme dans le miroir était froide. Ses yeux étaient secs. Elle était prête à travailler. Je me suis dirigé vers la porte. Je n'allais pas à la section VIP. Je n'allais pas sur la piste de danse. Je me dirigeais vers la salle de contrôle à l'arrière du club, là où les écrans sont gérés, là où la réalité est fabriquée. Il était temps de réécrire le scénario. J'ai ouvert la porte et je me suis engagé dans le couloir. La descente en ascenseur a duré 40 secondes. C'était comme le compte à rebours d'un lancement. Les basses n'ont pas simplement résonné, elles ont détonné. C'était une force sismique qui faisait vibrer la cloison vitrée de la cabine de contrôle où je me tenais. Sous moi, la piste principale du club Aurora Pulse était un océan de corps en mouvement, illuminé par des lasers balayant la brume artificielle en éclats violents de vert néon et d'ultraviolet. J'ai regardé le chaos depuis le sanctuaire sombre de la régie technique. Pour le millier de personnes dansant en bas, c'était la fête de l'année. Pour moi, c'était une scène de crime qui n'avait pas encore été balisée. Les niveaux audio sont bons, a dit l'ingénieur du son, ajustant un curseur sur l'énorme console de mixage. Les flux sont propres. Je me tenais à côté de Julian et de l'agent Carla Nuan. La pièce était froide, éclairée seulement par la banque de 30 moniteurs haute définition couvrant chaque centimètre du club. La cible se déplace vers la scène VIP, a dit Carla, sa voix perçant le battement étouffé de la musique. Elle a tapé sur un écran. Le moniteur 4 a zoomé. Evan Cooper s'est avancé sur la plateforme surélevée comme s'il possédait la gravité elle-même. Il portait une veste de smoking blanche qui brillait sous les lumières noires. Ses dents étaient blanchies, ses cheveux étaient parfaits, et son bras enserrait de manière possessive Sabrina Torres. Elle souriait, mais j'ai vu la façon dont ses yeux cherchaient les sorties. Elle savait que les agents étaient déjà dans la pièce. Regardez-le, a chuchoté Julian, entre dégoût et sidération. Il n'en a aucune idée. Il porte un micro, nous a rappelé Carla. Enfin, pas lui. Le représentant de Solstice assis à côté de lui. J'ai regardé le moniteur 6, un homme en costume sombre. L'agent Miller, se faisant passer pour un vice-président senior de Solstice, se penchait vers Evan, criant pour se faire entendre par-dessus la musique. Carla a activé le canal audio spécifique du micro de revers de Miller. La voix d'Evan a envahi notre petite pièce, dépouillée de la réverbération du club, paraissant minuscule et arrogante. Je te l'avais dit, Mike, criait Evan, gesticulant avec une coupe de champagne. Ces gérants me sont acquis. Je graisse la patte de chaque responsable de salle du district. Tu veux que Solstice soit l'alcool maison. C'est fait. Je t'ai promis du volume. Je t'ai apporté du volume. Et les chiffres de fréquentation, a demandé Miller, le guidant. Ils semblent élevés, Evan. Tu es sûr qu'ils sont fiables? Evan a ri. C'était un son gras et laid. Mon frère, les chiffres sont ce que je décide qu'ils sont. J'ai des gars à la porte qui cliquent 2 fois pour chaque jolie fille qui entre. On remplit la file d'attente avec des figurants pour que les photos soient belles. La perception, c'est la réalité, non? La perception, c'est de la fraude électronique, ai-je dit doucement à l'écran. Sur la scène principale, la musique a baissé. Le DJ a saisi le micro. Mesdames et messieurs, a hurlé sa voix. Bienvenue dans le futur de la vie nocturne. Ce soir, Novaris Entertainment s'associe à Solstice Spirit pour vous offrir la plus grande tournée du pays. La foule a rugi. Des canons à confetti ont projeté des paillettes dorées dans l'air. Une table a été installée au centre de la scène. Dessus se trouvait un classeur en cuir. Le contrat. C'est parti, a dit Julian. Il a croisé les bras, ses articulations blanchies. Evan s'est approché de la table. Il a pris le lourd stylo plaqué or fourni par Solstice. Il a joué avec la foule, brandissant le stylo comme une épée. Il a regardé directement la caméra qui diffusait en direct sur le site institutionnel de Solstice et à des milliers de spectateurs en ligne. C'est pour ceux qui y croient, a crié Evan. Il s'est penché. Il a signé la première page. Il l'a tournée. Il a signé la deuxième page. Ça, c'est la clause de non-responsabilité, a commenté Julian à voix basse. Evan a tourné la dernière page, celle contenant la clause cachée garantissant l'intégrité des données.
Il n'a pas lu un seul mot. Il a griffonné sa signature sur la ligne avec élégance. Et ça, a dit Carla en regardant sa montre, c'est un crime fédéral. Evan a jeté le stylo dans la foule. Il a saisi le microphone. On l'a fait, a-t-il hurlé. Novaris devient national. Le DJ a coupé la musique. Les lumières se sont tamisées pour ne laisser qu'un seul projecteur sur Evan. C'était le moment que Julien avait scénarisé avec le MC. Evan, mon pote, a crié le MC. Grosse soirée pour toi. Tu vas beaucoup voyager maintenant. Un mot pour ta femme restée en Ohio? C'était l'amorce parfaite. Un homme normal aurait dit « Je t'aime » ou « J'aimerais que tu sois là ». Evan a essuyé la sueur de son front. Il a souri, galvanisé par l'adrénaline, la vodka et les rugissements de la foule. Il a regardé l'objectif. Si elle regarde, a dit Evan d'une voix dégoulinante de condescendance, elle ferait mieux de s'habituer à la vue. C'est mon monde maintenant. Et comme je lui ai dit au téléphone, si ça ne te plaît pas, divorce. La foule a acclamé. Quelqu'un a sifflé. C'était un triomphe de bravade toxique. Maintenant, ai-je dit au technicien. Carla a fait un signe de tête. Exécute. Le technicien a pressé une seule touche. Derrière Evan, l'immense mur LED de 12 mètres de large sur 6 mètres de haut a vacillé. Le logo Solstice a disparu. À sa place, un tableur est apparu. Il était colossal. Les cellules étaient nettes et très contrastées. Les acclamations de la foule ont faibli alors que les gens plissaient les yeux, perplexes. Ce n'était pas un graphique, c'était un grand livre comptable. C'est quoi, ça, a demandé quelqu'un dans la section VIP. L'audio l'a capté. Puis ma voix a résonné à travers le puissant système de sonorisation du club. Ce n'était pas du direct, c'était l'enregistrement que j'avais fait en studio hier calme, professionnel et d'une clarté mortelle. Les chiffres de fréquentation des événements Novaris sont statistiquement impossibles à expliquer ma voix. Le ton était celui d'un narrateur de documentaire. Les colonnes rouges indiquent des invités fantômes des participants qui n'existent pas, créés pour gonfler les revenus de la billetterie. Sur l'écran, des barres rouges ont grimpé, mettant en évidence les faux chiffres. Evan s'est retourné. Il a regardé l'écran. Il a cligné des yeux, confus, pensant qu'il s'agissait d'une sorte d'effet visuel d'avant-garde. Le budget marketing a continué ma voix, et détourné vers une société écran nommée Blue Nova Consulting. L'écran a changé. Un schéma est apparu. Il montrait l'argent circulant de Solstice vers Blue Nova via Novaris, puis directement vers un compte personnel. Le propriétaire de Blue Nova est Sabrina Torres. Une photo géante du permis de conduire de Sabrina est apparue à l'écran juste à côté d'un relevé bancaire montrant le transfert. La foule a fait silence. La musique s'était complètement arrêtée. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation et ma voix démantelant la vie d'Evan. Sabrina, debout à côté de lui, s'est couvert le visage de ses mains et a reculé. Evan est resté figé. Sa bouche était entr'ouverte. Le micro pendait dans sa main. Puis l'audio a changé. Les haut-parleurs ont craqué avec le son d'un enregistrement d'appel téléphonique. Le bruit de fond était la basse sourde de la salle Nebula d'il y a quelques semaines. Je travaille, bébé. Tu es toujours si dramatique, la voix d'Evan a résonné dans le club. Puis, clair comme de l'eau de roche, je suis au club. Ça ne te plaît pas? Divorce. Une date et un horodatage sont apparus à l'écran, 12 octobre, 23h58. Le silence dans le club s'est brisé. Il a été remplacé par un murmure bas et haineux. Les gens pointaient du doigt. Le roi de la vie nocturne venait d'être démasqué comme un imposteur et un tyran sur un écran de 12 mètres. Evan a craqué. Il s'est tourné vers la cabine du DJ, le visage virant au rouge violent. Coupez ça, a-t-il hurlé, la voix brisée. Coupez le flux. Éteignez tout. Il a fait des signes frénétiques à l'ingénieur du son. Tuez l'écran. C'est un piratage. Je me fais pirater. Le DJ a levé les yeux vers la cabine de contrôle où je me tenais. Il n'a pas touché au curseur. Il a croisé les bras. Evan a levé les yeux. Il a suivi le regard du DJ à travers la vitre teintée de la salle de contrôle, éclairée par la lueur des moniteurs. Je me suis avancé. Je me suis tenu juste devant la fenêtre. Je savais qu'il ne pouvait pas voir mon visage clairement,
juste une silhouette dans une robe noire le surplombant comme un juge. Mais il savait. J'ai vu la reconnaissance le frapper. Ses genoux ont littéralement fléchi. Il a agrippé le bord de la table du DJ pour tenir debout. Nathalie, a-t-il articulé sans bruit. Le micro a capté le murmure dans la salle. Le mouvement a commencé. 4 hommes en polo sombre des agents fédéraux ont fendu la foule confuse près de la scène. 2 autres ont surgi de l'entrée des cuisines. Sabrina les a vus venir. Elle n'a pas couru. Elle s'est simplement assise sur une enceinte, la tête dans les mains, attendant d'être emmenée. Elle avait conclu son marché. Evan a regardé à gauche. Il a regardé à droite. La bravade avait disparu. Le roi de Vegas n'était plus là. Il ressemblait à un animal traqué. Ce n'est pas réel, a-t-il hurlé à la foule, mais sa voix tremblait. C'est un deepfake. Ma femme est folle. Monsieur Cooper, a dit l'agent Miller, montant sur la scène et sortant un badge de sa veste. Agents fédéraux. Veuillez poser le micro. Là-haut dans la cabine, je me suis détourné de la fenêtre. Je n'avais pas besoin de voir les menottes être posées, je savais exactement quel bruit elles faisaient. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Mon pouce survolait l'écran. J'avais rédigé le SMS il y a 1 heure pour Evan Cooper, en copie à Miriam Blake, avocate, Linda Cooper, sa mère, et le groupe de discussion Vegas Kings. Tu as dit, ça ne te plaît pas? Divorce. J'ai accepté ton défi. La demande de divorce a été déposée par voie électronique il y a 5 minutes. Les avoirs sont gelés. La maison est sécurisée. Et les preuves sur l'écran? C'est mon cadeau d'adieu. Tu voulais les projecteurs, Evan. Tu les as. Ne te presse pas de rentrer. Les serrures ont été changées. J'ai regardé le message. C'était cruel. C'était nécessaire. C'était la rupture finale du cordon qui m'avait lié à un navire en perdition pendant 10 ans. En bas, j'ai entendu le bruit d'un microphone tombant au sol avec un sifflement strident. J'ai appuyé sur envoyer. L'écran LED géant dominant la piste de danse était un mur de barres rouges incriminantes et de graphiques en dents de scie. Mais pour Evan Cooper, la véritable explosion se produisait dans la poche de sa veste de smoking blanche. Son téléphone vibrait. Ce n'était pas le vibreur court et poli d'un like sur les réseaux sociaux, c'était une pulsation continue, frénétique. On aurait dit une sirène d'alarme pressée contre sa hanche. Il l'a sorti. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli laisser tomber l'appareil sur le sol jonché de confettis. La musique s'était tue, remplacée par les murmures d'un millier de fêtards confus et le larcène du micro tombait. L'écran était brillant dans l'obscurité. La bannière de notification trônait en haut, Nathalie. Il a tapoté dessus. Le message s'est ouvert. Il était long, précis, et l'a frappé plus fort que n'importe quelle basse. Tu as dit, ça ne te plaît pas? Divorce. D'accord, je choisis le divorce. Mais avant de déposer les documents, je te rends tous les secrets que tu as déchargés sur moi. Sous le texte, les pièces jointes se chargeaient une par une, tournant pendant une fraction de seconde avant de devenir des aperçus clairs et brutaux, fichier, demande-bas dissolution-bas mariage-bas déposé-10.pdf fichier, ordonnance-bas gel-avoir-urgence-accordé.pdf fichier, affida-faux-en-écriture-banque-riverton.pdf Evan fixait l'écran. Les mots dansaient devant ses yeux. Faux. Ordonnance de gel. Puis vint une capture d'écran. C'était un email du compte professionnel de Solstice Spirit envoyé à la boîte de réception générale de Novarise. L'horodatage indiqué 2 minutes auparavant. Objet, avis de résiliation immédiate pour motif grave. Corps, en raison d'irrégularités découvertes dans les données des fournisseurs et de violations potentielles des lois fédérales sur la fraude électronique, Solstice Spirit résilie par la présente tous les accords avec Novarise Entertainment avec effet immédiat. Nous avons informé notre conseiller juridique et les autorités compétentes. C'était fini. L'accord qu'il venait de signer sur scène n'était pas un contrat, c'était un aveu. Puis la dernière image s'est chargée. C'était une photo prise depuis l'allée de notre maison à Riverton. Elle montrait un gros camion de déménagement garé sur la pelouse. Il y avait des cartons empilés près de la porte, chacun étiqueté et coopé au marqueur noir épais. Et, zoomé sur la poignée de la porte d'entrée, se trouvait un verrou en laiton tout neuf et brillant. Sous la photo,
j'avais écrit une légende, j'ai déplacé les choses que tu peux légalement prendre. Le reste appartient à l'ordonnance du tribunal. Et enfin, la dernière bulle de texte, tu es debout dans un club en pensant être intouchable. Mais le monde réel se passe ailleurs. Si tu veux sauver quoi que ce soit, tu ferais mieux de courir à la maison maintenant. Les autorités ont été prévenues. Je ne te couvrirai pas une seconde de plus. Evan a levé les yeux du téléphone. Son visage était un masque de terreur pure. Les hommes en polo sombre avançaient plus vite maintenant. Ils montaient les marches vers la scène. L'un d'eux, un homme aux cheveux ras avec un badge pendant à son cou, a croisé le regard d'Evan. Monsieur Cooper, a crié l'agent par-dessus le bruit de la foule. Agents fédéraux. Nous devons passer dans une pièce privée immédiatement. À côté d'Evan, Sabrina Torres a vu les agents. Elle a vu la panique dans les yeux d'Evan. Elle a vu le SMS par-dessus son épaule. Pendant une seconde, elle a semblé vouloir jouer le rôle de la partenaire dévouée. Elle a tendu la main, saisissant la manche de sa veste blanche. Evan, a-t-elle couiné. Evan, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, a hargné Evan. Il a repoussé sa main. Un garde de sécurité, briefé par Carla, s'est interposé. Mademoiselle Torres, vous venez avec nous, a dit le garde, lui saisissant fermement le bras. Sabrina a hurlé un son aigu et perçant qui a tranché la tension. Ce cri a brisé la paralysie d'Evan. L'instinct de survie qui l'avait poussé à mentir, tricher et voler pendant une décennie s'est activé. Il a regardé les agents se rapprocher par la gauche. Il a regardé l'escalier VIP sur la droite. Il ne s'est pas rendu. Il n'a pas demandé d'avocat. Il a couru. Il s'est jeté du fond de la scène, atterrissant maladroitement sur le sol en béton du couloir de service. Ses chaussures italiennes coûteuses ont glissé sur une boisson renversée. Il s'est relevé, haletant, sa veste blanche se déchirant à la couture de l'épaule. Et, arrêtez-le, a crié un agent. Evan a franchi les doubles portes marquées sortie des secours. La chaleur de la nuit de Las Vegas l'a frappé comme un coup physique. Il était dans l'allée derrière le club. Ça sentait les ordures en décomposition et la bière éventée. Il ne s'est pas retourné. Il a sprinté dans l'allée, les poumons en feu, le son de ses propres pas résonnant contre les murs de briques. Il était le roi de la nuit il y a 10 minutes, il était maintenant un fugitif dans un costume déchiré courant devant des bennes à ordures. Il a atteint la rue principale, élant un taxi avec des gestes frénétiques. Un taxi jaune a freiné brusquement. Aéroport, a halté Evan, se jetant sur la banquette arrière. Harry Reid International, allez. Le chauffeur l'a regardé dans le rétroviseur la sueur, les yeux sauvages, la veste déchirée mais n'a rien dit. Il a écrasé l'accélérateur. Evan a ressorti son téléphone. Il a essayé d'ouvrir son application bancaire. Accès refusé. Compte verrouillé. Il a essayé l'application de sa carte de crédit. Compte suspendu. Contactez l'émetteur. Non, a-t-il chuchoté, son pouce frappant l'écran. Non, non, non. Nous avions tout gelé. Chaque dollar qu'il pensait avoir caché, chaque ligne de crédit qu'il pensait être son filet de sécurité, était derrière un mur de cryptage et d'ordonnance judiciaire. Le taxi s'est arrêté au terminal des départs. 28 $, a dit le chauffeur. Evan a fouillé ses poches. Il a sorti sa carte Nova d'entreprise en métal noir élégant. Il l'a tendue au chauffeur. Le chauffeur l'a passé sur son terminal mobile. Refusé, a dit le chauffeur d'un ton plat. Réessayez, a aboyé Evan, de la sueur coulant sur son nez. C'est une carte platine. Elle a une limite de 50 000 $. Elle dit refuser, mon pote, a dit le chauffeur, sa patience s'effritant. T'as du liquide? Evan a fouillé son portefeuille. Il a trouvé 3 billets de 20 $ froissés, sa réserve de liquide personnel. Il les a jetés au chauffeur et est sorti précipitamment de la voiture sans attendre la monnaie. Il a couru au comptoir des billets. Il lui fallait le premier vol pour l'Ohio. Il devait atteindre la maison. Il devait détruire les disques durs dans son bureau avant que les fédéraux n'arrivent. Il ne savait pas que je les avais déjà scannés. Il ne savait pas que les fédéraux étaient déjà en route pour Riverton. Un siège pour Columbus, a halté Evan à l'agent au comptoir. Maintenant. Première classe. J'ai un vol de nuit qui part dans 40 minutes, a dit l'agent en tapant lentement.
La première classe est complète. J'ai un siège du milieu en classe économique. C'est bon, a hurlé Evan. Réservez-le. Il lui a de nouveau tendu la carte d'entreprise. C'était un réflexe. Monsieur, cette carte n'est pas valide, a dit l'agent, assez fort pour que les gens dans la file derrière lui entendent. Le visage d'Evan a brûlé. Il a sorti sa carte de débit personnel, celle liée au compte que j'avais vidé pour payer les honoraires de Myriam et de l'équipe d'experts comptables. Il restait à peine assez pour le billet. Essayez celle-ci, a-t-il chuchoté. C'est passé. 20 minutes plus tard, Evan Cooper était assis au siège 34B. Il était coincé entre une femme tenant un bébé qui pleurait et un homme mangeant un sandwich au thon malodorant. Il portait toujours sa veste de smoking blanche déchirée, mais maintenant elle ressemblait à un costume d'une pièce de théâtre ratée. L'avion a commencé à rouler sur la piste. Evan a allumé son téléphone pour une dernière vérification avant le décollage. Les notifications ont dévalé l'écran comme une cascade de ruines, email de Myriam Blake, avis de procédure de divorce et ordonnance de restriction. Email de la Banque régionale de Riverton, demande urgente concernant une activité frauduleuse. Email du service juridique de Solstice, ordonnance de cessation et d'abstention. SMS de sa mère, Evan, pourquoi la police est chez toi? Nathalie ne répond pas. Il a fermé les yeux. Il a pressé le téléphone contre son front. La vibration des moteurs a pris vie, le repoussant dans son siège exigu. Il était piégé dans un tube de métal, filant à travers l'obscurité vers une maison qui n'était plus la sienne, vers une femme qui était devenue son bourreau. Bien au-dessus du strip, au 42e étage de mon hôtel, je me tenais près de la fenêtre. La chambre était calme. Les preuves sur le lit avaient été rangées. La cellule de crise était fermée. Je tenais mon téléphone à la main. J'avais une application de suivi de vol ouverte. J'ai regardé la petite icône d'avion étiquetée vol 782, Las Vegas vers Columbus, commencer sa progression sur l'écran. Je l'ai regardé accélérer sur la piste. J'ai vu le statut passer à partie. J'ai bu une gorgée d'eau. Mes mains étaient stables. Evan courait à la maison. Il pensait pouvoir arranger les choses. Il pensait pouvoir s'en sortir par la parole, comme il l'avait fait pour tous les autres pétrins de sa vie. Il pensait que s'il parvenait jusqu'à moi, il pourrait me charmer, m'intimider ou me faire peur pour que je me rétracte. Il n'avait pas compris que la Nathalie qu'il connaissait n'existait plus. Elle avait embarqué pour un vol hors de son ancienne vie il y a longtemps. J'ai regardé l'avion monter dans le ciel sombre du désert. Tu voulais la liberté, Evan, ai-je dit doucement à la vitre. D'accord. Tu es libre. Mais la liberté a une facture à payer. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai pris mon sac à main. Il était temps de rentrer et de finir tout ça. Le ciel au-dessus de Riverton était d'une teinte ardoise meurtrie. Il était 6 heures du matin. L'air était lourd du froid humide qui s'installe sur le Midwest à la fin octobre, un contraste frappant avec l'air sec et recyclé de la cabine de l'avion ou la chaleur torride du désert du Nevada. La rue était silencieuse. Les pelouses soignées et les clôtures blanches étaient exactement comme d'habitude, indifférentes au fait que ma vie venait d'imploser et de se reconstruire en l'espace de 48 heures. Un taxi jaune a tourné au coin de la rue. Son moteur a toussé alors qu'il ralentissait devant notre allée. J'observais depuis la fenêtre de la berline noire de Myriam Blake, garée 3 maisons plus loin. À côté de moi, Myriam était assise avec un dossier sur les genoux, sirotant du café dans un thermos. Dans le siège avant de la voiture de police garée devant nous, 2 agents attendaient. La porte du taxi s'est ouverte. Evan Cooper en est sorti. Il ressemblait à un homme qui avait été broyé par le monde et recraché. Sa veste de smoking blanche avait disparu, remplacée par une chemise froissée avec une tache de café sur le devant. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne, cernés de poches violet foncé. Il ne marchait pas, il titubait. Il n'a pas payé le chauffeur. Je l'ai regardé jeter une carte de crédit par la fenêtre, crier quelque chose quand le chauffeur l'a probablement refusé, puis lancer sa montre sur le siège passager avant de sprinter vers la maison. Il courait. Il courait vers le sanctuaire qu'il avait menacé de quitter. Il courait vers la femme qu'il avait qualifiée d'ennuyeuse. Il courait vers la maison parce que c'était le dernier endroit sur Terre où il pensait avoir encore de l'autorité. Il a atteint le porche. Il a saisi la poignée en laiton de la porte d'entrée. Il l'a tournée. Elle n'a pas bougé. Il l'a tournée plus fort, faisant vibrer le cadre. Il a poussé son épaule contre le bois.
Nathalie, a-t-il hurlé. Sa voix était brisée par des heures de panique. Ouvre la porte. C'est moi. Ouvre cette satanée porte. Au-dessus de sa tête, la nouvelle caméra de sécurité que j'avais installée 2 jours plus tôt a clignoté en bleu. Une voix robotique, synthétisée, a projeté depuis le petit haut-parleur, assez fort pour résonner dans l'air calme du matin, cette propriété est sécurisée. Les serrures ont été changées. Si vous êtes Evan Cooper, veuillez rester où vous êtes. Les forces de l'ordre ont été prévenues. Evan s'est figé. Il a fixé l'objectif de la caméra comme s'il s'agissait d'un monstre. Quoi, a-t-il chuchoté. Puis il a martelé le bois de son poing. Nathalie, bébé, arrête de jouer. Laisse-moi entrer. Myriam a fait un signe de tête aux agents. La voiture de police a avancé silencieusement, ses feux clignotant une fois un court éclat bleu avant de s'arrêter directement derrière le taxi d'Evan. Myriam a démarré son moteur et s'est garée à leur côté. J'ai ouvert la portière arrière et je suis sorti. L'air matinal était froid sur mon visage, mais j'avais chaud. Je portais un gros pull en laine surdimensionné et mon plus vieux jean. Je n'étais pas maquillé. Mes cheveux étaient propres et brossés. Je ne ressemblais pas à la femme glamour et vengeresse en robe noire qui se tenait dans la cabine de contrôle à Vegas. Je ressemblais à la femme qui vivait ici. Je ressemblais à la réalité qu'il avait essayé de fuir. Evan, ai-je dit. Il s'est retourné brusquement. Il a regardé les policiers sortir de leur voiture, les mains posées près de leur ceinture. Il a regardé Myriam, qui sortait avec sa mallette. Puis il m'a regardé. Nathalie, a-t-il soufflé. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues. Oh mon Dieu, bébé, dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur de partir. Reculez, monsieur, a dit l'un des agents. Sa voix était calme mais imposait une obéissance instantanée. Il a levé une main. N'approchez pas de Madame Cooper. Evan s'est arrêté. Il avait l'air confus, ses yeux faisant la navette entre moi et l'agent. Madame Cooper? C'est ma femme. C'est ma maison. J'ai le droit d'entrer dans ma propre maison. Myriam s'est avancée. Elle s'est arrêtée à 1,50 m de lui et a tendu une épaisse enveloppe. En fait, non, a dit Myriam. Son ton était tranchant et professionnel. Ceci est une ordonnance de protection temporaire accordée par le tribunal de la famille de Riverton tard hier soir. Elle vous interdit de pénétrer sur cette propriété ou de vous approcher à moins de 150 mètres de Nathalie Cooper jusqu'à l'audience préliminaire. Et ceci, elle lui a tendu une deuxième pile de papier plus lourde, est une poursuite civile concernant le faux de sa signature sur les documents bancaires et le détournement de biens matrimoniaux. Evan a pris les papiers machinalement, ses mains tremblant si violemment que les pages s'agitaient au vent. Il les fixait, mais je savais qu'il ne pouvait pas les lire. Son cerveau ne parvenait pas à traiter l'ampleur de sa perte. Il a levé les yeux vers moi, la colère dans ses yeux s'était dissoute, remplacée par une supplication pathétique et désespérée. Nathalie, s'il te plaît, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. Des larmes commençaient à se mélanger à la crasse sur son visage. Qu'est-ce que tu fais? On peut arranger ça. Je sais que j'ai déconné. Je sais que l'histoire du club a dégénéré, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'enfermer hors de ma vie. Je ne t'ai pas enfermé dehors, Evan, ai-je dit. Ma voix était basse, stable et claire. Tu es sorti tout seul. Tu es sorti au moment où tu as imité ma signature. Tu es sorti au moment où tu as envoyé $5000 par mois à Sabrina. Tu es sorti quand tu étais sur cette scène et que tu as dit au monde que tu voulais divorcer. C'était une blague, a-t-il crié, faisant un pas en avant que l'agent ne le bloque. C'était juste une réplique. J'étais ivre. J'essayais juste d'avoir l'air cool pour les investisseurs. Je l'ai fait pour nous, Nat. Je voulais avoir l'argent pour qu'on puisse déménager à là, pour qu'on ait une vie meilleure. Non, ai-je dit. Tu voulais une vie sans moi. Tu as dit que j'étais un poids mort. Tu as dit que tu allais me laisser avec les dettes. Il a pâli. Je n'ai jamais dit ça. J'ai les SMS, Evan, ai-je dit. J'ai les emails. J'ai les enregistrements audio de la cabine. J'ai donné des copies au FBI. J'ai donné des copies aux experts comptables. J'ai donné des copies à ta mère. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Ma mère?
Elle mérite de savoir pourquoi son fils est sur le point d'être inculpé, ai-je dit. Evan a regardé la maison derrière moi, la maison avec le revêtement jaune chaleureux, le chêne dans le jardin, la vie que nous avions construite. Il a enfin compris qu'il ne pouvait pas franchir cette porte par le charme. Le charisme qui fonctionnait dans une boîte de nuit ne fonctionnait pas dans la lumière froide d'un mardi matin. Il a tenté une dernière fois. Il a affaissé ses épaules, essayant d'avoir l'air petit, d'avoir l'air du garçon dont j'étais tombée amoureuse. Sabrina ne représentait rien, a-t-il sangloté. C'était juste une erreur. J'étais stressé. J'avais besoin d'une échappatoire. Mais tu es ma femme. Tu es la seule qui me connaisse vraiment. S'il te plaît, Nat, ne me laisse pas seul avec ça. Je ne peux pas gérer les fédéraux tout seul. J'ai besoin de toi. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait traité d'ennuyeuse. J'ai regardé l'homme qui avait ri pendant que je lui préparais son dîner. J'ai regardé l'homme qui avait construit un royaume de mensonges et s'attendait à ce que je vive dans le donjon. Je ne ressentais rien. La colère avait disparu. La blessure avait disparu. Il n'y avait qu'un vaste et pur silence. Je ne te laisse pas seul, Evan, ai-je dit. Tu as tes avocats. Tu as tes copains de boisson. Tu as les conséquences que tu as commandées. J'ai pris une inspiration. L'air avait un goût sucré. Tu pensais que la phrase « ça ne te plaît pas ?» Divorce a été ton pouvoir, ai-je dit. Tu pensais que c'était une menace qui me ferait rester dans le rang. Mais ce n'était pas une menace, Evan. C'était une autorisation. Et je l'ai acceptée. Nathalie, a-t-il chuchoté. Je suis divorcé, ai-je dit. Je t'ai rendu chaque secret que tu me cachais. Je t'ai rendu chaque dette que tu as essayé de me coller. À partir de cet instant, je ne suis plus ton bouclier. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Je ne suis qu'un témoin. J'ai désigné la rue. Allez avec les agents, Evan. Ils ont quelques questions sur vos déclarations d'impôts. Attends, a-t-il hurlé alors que l'agent intervenait, l'un d'eux le prenant doucement mais fermement par le bras pour l'éloigner de la propriété. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'aimais. Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. À partir de maintenant, ai-je dit, chaque fois que tu entendras de la musique de club, j'espère que tu te souviendras de la nuit à l'Aurora Pulse. J'espère que tu t'en souviendras plus que des nuits où tu t'es moqué de moi dans mon dos. Je me suis retourné. Je n'ai pas regardé quand ils l'ont mis dans la voiture. Je n'ai pas regardé ses pleurs. J'ai remonté l'allée, mes bottes crissant sur le gravier. J'ai monté les marches du Porsche. J'ai sorti la nouvelle clé de ma poche. Elle a glissé dans la serrure avec un clic fluide et satisfaisant. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Le silence de la maison m'a enveloppé. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant de l'attente d'un mari qui ne rentrerait jamais. C'était le silence paisible et vaste d'une page blanche. J'ai verrouillé le pen dormant. Je suis allé à la table de la cuisine. Mon vieil ordinateur portable Lenovo était ouvert. À côté se trouvait une tasse de thé chaud. Sur l'écran se trouvait une page de candidature professionnelle. C'était pour un poste d'analyste principal dans un cabinet d'expertise comptable judiciaire à Seattle. Une nouvelle ville, une nouvelle côte, un endroit où personne ne connaissait le nom Cooper. Le curseur clignotait dans la zone de texte sous la question finale, « Dites-nous pourquoi vous voulez ce poste ». Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur le clavier. Pour la première fois en 10 ans, j'écrivais ma propre histoire. J'ai tapé, parce que j'ai passé trop d'années à couvrir les erreurs des autres. Maintenant, je veux passer le reste de ma vie à les traîner vers la lumière. J'ai appuyé sur envoyer. L'écran a clignoté, candidature reçue. J'ai fermé l'ordinateur. Dehors, la sirène de la voiture de police s'est éteinte au loin, emportant le passé avec elle. À l'intérieur, le soleil commençait tout juste à se lever. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez afin de nous connecter et de partager vos pensées.